si on interviewe les gens, si on laisse lever les mains, c'est un peu compliqué, ça dure longtemps, etc. Donc, essayez de poser vos questions au maximum, de la façon la plus claire, et on essaiera d'y répondre soit en cours ou soit à la fin. Et si on ne répond pas à tout, on a vos mails et donc on peut ensuite vous contacter. Voilà, donc Laurent, je te laisse la parole pour que tu démarres. Ma foi, avec plaisir. Donc, il y a quelques diapos hein, qui vont présenter le sens de la réunion d'aujourd'hui et puis cet événement important. Hein. Donc, la partie un petit peu introductive. Donc, je pense que Étienne a assumé son rôle. Hein. Étienne, tu as fait ce qu'il fallait. Hein. Donc, après, on est sur le cadre général. Donc, on va vous dire un petit peu dans quel cadre s'intègre la réunion d'aujourd'hui. Hein. Et nous irons très vite dans des sujets peut-être plus intéressant, j'imagine, d'un point de vue technique, hein, donc la partie piégeage de printemps, destruction des nids et réduction du stress des colonies, hein, pour après vous dire un petit peu comment on imagine l'organisation qui se fera dans un cadre national, régional, puis départemental, et puis un certain nombre d'outils hein, de suivi du plan qui est proposé, hein, et puis ma foi, comment on espère et on imagine que le déploiement ait lieu. Donc, ce qui est très important, c'est une réunion qui est avant tout régionale. Hein, je veux dire, les acteurs nationaux écoutent beaucoup, mais vont pas forcément beaucoup intervenir. Ce qui est important, c'est que vous ayez le maximum de remontées aujourd'hui et puis qu'on ajuste en fait les dispositions présentées par rapport à ce que vous allez exprimer. Hein, voilà un petit peu la partie. Donc, il y en a peut-être pour une heure et demie de partage d'infos, et puis après, il y a le temps d'échange et le temps qu'il faut pour en parler. Hein. Dans les diapos j'ai envie de dire, de contexte, on fait référence à des données somme toute objectives et factualisées par des études scientifiques. Hein. Donc, il y a un premier élément fort dans le passage de cette information, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du frelon asiatique, donc on est dans une expansion inéluctable. Hein, compte tenu d'un certain nombre d'éléments, notamment le climat. Hein. Et là, ce qui a été présenté par Quentin Rome, hein, du Muséum MNHN, et puis ça a été présenté au congrès FNOSA à Périgueux en 2023. Là. Donc vous avez en fait les zones le pourcentage de favorabilité du frelon, donc qui apparaissent ici en jaune, hein, avec une évolution. 2016, quand c'est jaune, c'est que le frelon se sent bien, et en 2100, voilà le contexte tel qu'il sera. Hein. Donc il y a toute l'Europe et l'Europe de l'Est qui sera favorable au frelon. Hein. C'est pour ça qu'on dit globalement il y a une expansion inéluctable. Alors une expansion inéluctable à relativiser aussi en fonction d'outils. Hein, ça, ce qui est important, quelles sont nos capacités à faire, nos capacités à infléchir cette expansion. Bah, l'exemple est donné finalement toujours hein, à l'appui d'études scientifiques hein, sur l'outil destruction, et avec le fait que actuellement, lorsque les efforts sont investis dans des communes, dans des territoires, et de l'énergie affectée, on arrive à peu près à une réduction de 30 à 40% des nids détruits. Hein. Et vous voyez globalement les modèles dynamiques hein, tels qu'ils sont imaginés en fonction du taux de destruction des nids. Donc, quand c'est rouge, c'est qu'il y a du frelon implanté. Hein. Et puis, voilà, donc 30% des nids. Donc, vous avez quand même un secteur qui est tout à fait favorable, malgré tout, à l'expansion du frelon. Hein. Si on arrive avec des efforts un petit peu surhumains à détruire 60% des nids, bah, tout au plus, on freine la progression. Hein, et il faudrait une réduction de plus de 95% des nids, donc à mettre en parallèle avec nos 30% actuels, hein, plus de 95% des nids, enfin 30% dans les zones où l'effort est apporté. Hein. Donc si on arrivait à plus de 95% de réduction des nids, bah, sur une période longue, finalement on arriverait à diminuer la densité de 50% des frelons en 7 ans. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est, j'ai envie de dire, inéluctable. Et bah, par rapport à ça, donc le sens de nos actions aujourd'hui, nos ambitions, en fait, c'est de répondre à 3 enjeux. Donc un premier enjeu fort dans lequel, au niveau de l'OVS animal, nous sommes souvent interpellés, hein, c'est la partie protection sanitaire pour les apiculteurs.
hein, mais des enjeux qui sont tout aussi importants et qui suivent, c'est agir ben, dans le cadre de la protection de la biodiversité, hein, et puis notamment la protection des populations. Donc les enjeux sont les suivants de l'action qui est conduite, hein, avec finalement une ambition, somme toute, c'est de vivre avec, mais en limitant les conséquences. Voilà. Donc des actions de protection, des actions de gestion de problèmes. Et donc l'idée, c'est de limiter les conséquences de l'expansion du frelon. Voilà un petit peu où nous en sommes, hein. Alors, dans le cadre de ce qui a été conduit au niveau national, il y avait eu un premier livrable aux régions d'un plan, hein, d'une action qui avait été portée en juin 2022 par rapport au frelon, donc portée par une équipe d'experts, hein, et donc qui avait été diffusée, hein, que vous voyez là, avec un certain nombre de participations, ouais. Et à noter ADA France, GNTSA, l'ITSAP, l'interprofession apicole, la plateforme d'épidémiologie de surveillance et puis la CNGTV, hein. Et dans le déroulé en fait de ces éléments-là, le plan tel qu'on vous a présenté, tel qu'on va vous le présenter aujourd'hui, a évolué avec notamment l'apport de l'acteur OVS Végétal. Alors, le contexte réglementaire, très rapidement, après on parlera en fait de nos relations avec les ministères, hein. Donc, le frelon, donc, c'est une espèce qui figure dans la liste des espèces exotiques envahissantes, hein, dans un cadre européen, hein, c'est le règlement 2016-1141, hein. Et puis, autrement, c'est une espèce qui est inscrite dans un arrêté de 2018, hein, relative à la prévention, à l'introduction et à la propagation des espèces exotiques envahissantes. Donc voilà un petit peu le rappel réglementaire. Et à ce titre, on est en relation avec le MTE, hein. Et là aussi, pour situer le contexte en fait de notre plan national de lutte avec les relations avec l'État finalement, hein, on a vu tout à l'heure les enjeux, hein, les enjeux forts qui sont ceux de la protection des populations, ceux de la protection de la biodiversité, donc portés par les filières, et en l'occurrence l'OVS végétal, hein, représenté ici par Fredon France, hein. Donc là, on est en relation avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, dans le cadre de la partie espèces exotiques envahissantes, hein. Et côté OVS animal, donc sur la partie notamment protection des ruchers, hein, qui nous lie fortement aux apiculteurs, hein. Et là, c'est le ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire par rapport à sa valence de prédateur des abeilles. Donc voilà un petit peu le cadre. Un petit mot en fait pour situer un petit peu comment les choses peuvent évoluer ou ont évolué. Donc aujourd'hui, on est dans le cadre d'un projet en fait de reconnaissance d'un plan national, hein, qui intéressera, je vous dis, le ministère de la Transition écologique de par les textes qui existent, hein, et qui liera aussi le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire par le fait qu'on va proposer un programme sanitaire d'intérêt collectif, donc quelque chose qui va être reconnu par l'État, hein. Donc là, vous en avez une première version aujourd'hui, hein. Et en fait, ces programmes sont portés et puis partagés et ça, c'est très important dans le déploiement d'aujourd'hui par les deux OVS, hein, donc l'OVS animal et l'OVS végétal, et reconnu au titre d'une association, hein, qu'on appelle l'AFSE. Un petit mot sur l'AFSE pour vous donner un petit peu le cadre des choses, hein. Donc, c'est une association qui n'est pas neuve, hein, et qui a fait ses preuves et qui est bien connue notamment du domaine animal, hein. Il y a beaucoup de programmes qui sont aujourd'hui cadrés par l'AFSE, hein. Et aujourd'hui, bah, l'idée, le sens de cette association, les membres fondateurs, c'était GDS France et Fredon France, ça le demeure toujours. Et puis globalement, bah, c'est en fait inscrire, l'association avait été créée dans le cadre de la nouvelle gouvernance sanitaire, hein. Donc on y est aujourd'hui en plein dedans, hein. Et puis la philosophie de cette association, en fait, c'était de permettre d'avoir sur notre territoire une politique qui soit cohérente, hein. Et comme c'est écrit là-dessus, donc c'est d'éviter en fait le risque de politique sanitaire qui soit régionale, voire locale, distincte et incohérente et pas concertée les unes avec les autres.
Donc là, du coup, l'idée, le projet d'aujourd'hui, hein, c'est bien ça, c'est un cadrage qui a été fait pour qu'on cible nos efforts, que ce soit nos efforts humains, que ce soit les efforts financiers, que ce soit la concentration de nos actions, dans un même sens et qu'on les porte tous. Donc ça, c'est extrêmement important, hein. Et puis donc, c'est au sein de l'AFSE, hein, que les deux OVS se retrouvent. Et vous allez voir tout à l'heure dans l'organisation constitueront, j'ai envie de dire, le comité de pilotage national. Une dernière diapo en ce qui me concerne, après je laisserai la parole peut-être sur des éléments plus concrets, hein. C'est que donc vous avez vu nos enjeux, hein, nos enjeux de protection des populations, de protection de la biodiversité et de protection des ruchers, hein. Donc en fait, concrètement, les outils pour répondre à ces enjeux donc, sont sans surprise pour la protection des populations, vous avez l'action phare et majeure de destruction des nids. Donc, il y aura des spécialistes pour en parler aujourd'hui, hein. Pour la partie protection de la biodiversité, destruction des nids également. Et puis, piégeage de printemps, hein, piégeage de printemps donc, qui est commencé aujourd'hui, hein, voilà, et la partie protection des ruchers, donc qui concerne en fait la balance santé animale, en fait, c'est tous les deux éléments que je viens de citer là. Puis le dernier outil majeur des outils de réduction du stress, notamment au niveau des colonies, hein. Donc voilà un petit peu les actions qui vont être décrites, les enjeux qui sont décrits. Et puis je crois que dans le calendrier, bon là, il n'y a aucune surprise, hein. La partie piégeage de printemps, donc elle est commencée. Elle est engagée, elle doit être réussie, hein. Après, on embrayera très très vite sur la partie détection et destruction des ruchers, hein. Le mois de mars va vite couler, le mois d'avril va arriver, hein. Et puis, pour arriver en période estivale, donc la partie réduction du stress des colonies. Un point important qui a été également évoqué par les scientifiques et qui fait consensus, c'est le fait de dire ces trois outils-là, ils sont importants, ils sont majeurs, mais il y a lieu de prioriser l'un par rapport à l'autre selon le contexte aujourd'hui du frelon, hein. Et lorsque vous avez, j'ai envie de dire, une forte densité de population de frelons dans un secteur donné, l'idée, c'est de beaucoup plus prioriser tout ce qui concerne en fait le piégeage, hein, des colonies, hein, pardon, la réduction du stress des colonies, le piégeage de printemps, hein, et inversement, lorsqu'on est en situation où vous avez une forte présence de densité de frelons. Donc, c'est, pour faire très simple, il y a l'est de la France et l'ouest de la France, hein. Voilà. Donc, dans des situations en l'est où il y a moins de densité de population de frelons. Donc, du coup, c'est prioriser et accentuer la partie de destruction des nids. Donc tout l'art, en fait, est d'être en capacité de prioriser ou d'arbitrer, de pondérer les mesures les unes par rapport aux autres en fonction du contexte local. Un petit élément pour l'évaluation de la densité du frelon, hein. Donc il y a trois niveaux, hein, densité faible, densité moyenne et densité forte. Je pense que Étienne, tu en parleras tout à l'heure, hein, sur ce critère-là. Et puis, je crois que sur les parties introductives, et puis j'espère ne pas avoir cramé mon temps, sur les parties introductives, donc on va dès à présent attaquer la partie technique, hein. Je pense que c'est à toi, Étienne, Oui, de ben t'exprimer, je vais hein. prendre la parole. Voilà. Si je mets ma caméra ou pas. Voilà, donc le piégeage de printemps, c'est quelque chose qui se pratique déjà depuis un certain temps en France, mais de façon très désordonnée. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que ça se fasse de façon organisée. Il est hors de question de mettre, comme on a vu un tract là, deux pièges par famille partout en France, quoi. Donc, il y a quand même un impact sur la biodiversité. Donc, il y a des pièges de plus en plus sélectifs. Et donc, il faut mettre en fait peu de pièges, mais des pièges qui soient efficaces. On va vous expliquer pourquoi. Donc, ce piégeage de printemps, il n'était pas acquis. Il a fallu qu'on discute avec le muséum, avec les spécialistes. Et c'est vrai que il y a des gens qui piègent depuis très longtemps et sans grand succès, quoi. Donc, si on fait ça au niveau d'un rucher, c'est complètement inefficace puisque aux alentours, ça va continuer à se développer. Donc, il faut que notre plan il
il englobe un maximum de gens à tous les niveaux. On va développer le niveau départementaux, régionaux et national, donc, et local surtout. Et donc, il faut se prendre en main et puis faire avancer un petit peu les choses. Le piégeage de printemps, il y a des gens, certaines régions qui commencent à piéger maintenant. Là, on m'a demandé déjà pour la région Île-de-France, on ne peut pas donner de date de début de piégeage. Pour piéger, il faut qu'il fasse beau pendant plusieurs jours, plus de 15 degrés. Donc, on donne 5 à 8 semaines de piégeage de printemps. Et quand arrivent les crabreaux, en général vers le 15 mai dans notre région, on arrête de piéger. Et là, on a même avec des pièges dans lesquels les crabreaux peuvent rentrer, on sera efficace. Il faut savoir que plus vos pièges ont des entrées réduites, c'est le problème par exemple du piège Japrod, qui a une entrée qui est trop petite, et donc quand vous mettez un autre piège à côté, qui lui a une entrée plus grande, vous avez une différence de 1 à 10. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de piéger un maximum de fondatrices, et donc il faut des pièges qui soient efficaces, mais on va le développer un peu plus. Donc la mise en place des pièges, surtout ne soyez pas pressés, c'est pas parce qu'il y a une journée il va faire 15 degrés et que le lendemain il est prévu qu'il en fasse que 10, ça ne sert à rien de piéger à ce moment-là. Ce qu'il faut, c'est quand on met un appât et des frelons, l'idéal même c'est quand les premiers frelons arrivent, c'est de les capturer. Donc moi je conseille avec un petit pot, un appât, vous les attrapez, vous les mettez dans le piège et les frelons vivants, ils sécrètent des phéromones d'alarme qui vont attirer les autres frelons. Voilà, donc tu peux continuer, Laurent. Donc, la préservation de l'entomofaune, hier soir, on a présenté le plan là aux deux ministères, le ministère de l'Agriculture et le MTE. Et donc, il y a quand même une attention importante à apporter à ceci parce qu'on est à une période où les insectes ne se sont pas reproduits. Et donc, quand on nous dit c'est pas grave, on n'en piège pas beaucoup en poids, déjà le poids ne veut rien dire. La biodiversité, c'est individu par individu. Et il faut vraiment prendre les pièges les plus sélectifs. On voit des annonces actuellement avec des nouveaux pièges sélectifs à 100%. C'est de la publicité mensongère. Il n'y a pas de pièges qui sont sélectifs à 100%. Le dernier piège de type pot à confiture va être testé par l'INSAP, mais il y a un piège identique qui avait déjà été testé, qui était où il y avait peu de sélectivité. Et en fait, les espèces qui rentrent dans ces pièges, même s'ils en ressortent, il fait très chaud dans ces pièges. Et les pièges verts, ils cherchent à sortir, ils s'épuisent. Et donc, les individus vont mourir rapidement ou sinon, ils sont stériles. Donc, quand on piège en automne 80% de diptères, c'est beaucoup moins grave qu'au printemps, quand on piège, par exemple, des micro-hyménoptères parasitoïdes qui sont intéressants dans la lutte contre le puceron pour les arboriculteurs. Donc, ce sont des choses qu'on ne connaît pas et donc on ne voit pas l'impact, mais qui peut être vraiment majeur. Donc, il y a tout un ensemble. On sait reconnaître quand même la majorité. Qu'il y ait quelques insectes, parfois, bon, c'est tolérable. Mais la dernière étude montrait qu'on avait un frelon asiatique en moyenne avec des pièges qui étaient non sélectifs. Excusez-moi, j'ai un problème. Bon, excusez-moi, c'était pas prévu. Donc, les dernières études montrent qu'on a un frelon pour 200 insectes non cibles dans les pièges sur 4 ou 5 types de pièges. Donc, il faut vraiment être vigilant là-dessus. On nous dit toujours, mais le frelon, lui, il prend beaucoup d'abeilles, c'est vrai, jusqu'à 60% d'abeilles dans les zones urbaines. Et donc, il faut vraiment faire attention. Le frelon a un impact, mais l'impact du piégeage de printemps peut parfois être beaucoup plus important. Donc, il faut respecter toutes les bonnes choses qu'on va vous dire ensuite. À la suivante. Donc, les pièges les plus sélectifs, alors on en a sélectionné 3 pour l'instant. Il y a des pièges, le piège japonais n'avait pas encore été testé par l'INSAP, il va être cette année. Vous allez voir la photo après, c'est un piège à étage. C'est le piège qui est le plus attractif actuellement. Moi, j'en ai depuis 6 ans et c'est remarquable comme efficacité. Le piège coréen à elle, c'est le piège bivital,
qui, dans les dernières études de l'ITSAP l'année dernière, s'est montré le plus intéressant en termes d'attractivité et de sélectivité. Et enfin, les pièges de type NAS à grille néopie jaune, donc vous pouvez acheter que la grille jaune et fabriquer votre piège NAS vous-même, à condition de respecter certaines normes. Hein. Il faut qu'il y ait une partie en plexiglas. Il faut éviter tout ce qui est grille arène pour la sortie. Les trous sont un peu petits et donc il faut prendre des trous un peu plus grands pour avoir des pièges vraiment les plus sélectifs possibles. Et ce qu'il faut surtout, c'est des trous d'entrée qui soient ronds. On a remarqué que les trous d'entrée plats, hein, du type Japrod, sont moins efficaces pour faire rentrer les frelons. Donc, ce sont des petites choses, mais ce sont des observations de gens depuis plusieurs années. Et donc, il faut essayer de respecter ceci. La séparation entre l'appât et la partie capture est essentielle. Et dans le piège bivital, ce qui fait que sa sélectivité est meilleure que les autres, c'est parce qu'il y a un tissu qui empêche les petits, les moucherons, les petits insectes d'aller dans la partie appât. Et donc, on a beaucoup de soucis, même si on met un grillage qui en général est trop grand, il faut essayer vraiment de protéger au maximum, hein, pour empêcher les frelons d'arriver comme ça dans cette partie où ils vont se noyer. Donc, pièges, bouteilles ou cloches sont interdits. Pourtant, il y a encore des webinaires où on entend des gens qui vous disent que le piège cloche est formidable. Oui, ça marche. Mais le problème, c'est que ça n'est pas du tout sélectif. Et il y a d'autres pièges qui sont aussi efficaces. Donc, essayons de privilégier les autres pièges. La grosse différence entre tous ces pièges, c'est le prix. Hein, vous avez des pièges qui valent 26 €, je crois, pour le piège de type Robida, par exemple, 36 ou 38 pour le piège coréen et 70 pour le piège japonais, mais vous achetez peu de pièges. Hein, au lieu de mettre 10 petits pièges, vous n'allez en mettre qu'un seul. Dans un rucher de 30 ruches, vous pouvez mettre un piège bivital, pour moi c'est suffisant. Et quand vous mettez peu de pièges, vous avez l'effet dynamique, c'est-à-dire vous avez des frelons vivants dedans en permanence, et donc ça vous permet comme ça d'attirer les frelons par leur phéromone d'alarme. Donc, plus vous mettez de pièges, moins on a cet effet. Et dans les études de l'ITSAP, ça ressort bien. Eux, pour faire du comptage tous les 8 jours, ils vidaient les pièges. Or, et donc, on diminue de 50% le nombre de prises de frelons. Et donc, quand vous ne videz pas vos pièges pendant 5 semaines au printemps, vous avez une efficacité qui est bien meilleure. Et les frelons se dessèchent, etc. Comme il n'y a pas de liquide, hein, il n'y a aucun souci pour la qualité des produits. Et après, la suivante, le changement d'appât, c'est vrai que quand on change d'appât pendant quelques jours, on a tout de suite une efficacité supérieure. Donc à gauche, c'est le piège japonais, hein, qui est un piège qui est remarquable au printemps par son attractivité. Et je vous dis, au printemps, ce qu'il faut, c'est essayer de prendre un maximum de fondatrices sans perturber l'entomophone. Le piège à elle bivital, donc ça c'est un piège qui est arrivé depuis 2 ans et qui a fait ses preuves, qui a été testé par l'ITSAP et qui est aussi remarquable d'efficacité. Donc il était question, j'ai encore discuté ce matin avec la personne responsable, il était question de diminuer les entrées. L'ITSAP a demandé qu'on mette des entrées plus petites pour éviter les crabreaux. Et moi je leur ai dit non, au printemps, plus vous allez restreindre l'entrée, moins il y aura de vélutina qui vont rentrer. Et quand vous arrêtez comme ça au 15 mai, quand les crabreaux commencent à rentrer, là, vous arrêtez tout de suite. Et donc, finalement, on prend très peu de crabreaux. Donc, ce sont des pièges vraiment particulièrement intéressants pour cela. Et le piège NAS à grille jaune, vous voyez, donc avec un tiroir en dessous, ça c'est quelque chose d'important parce que tous les pièges où il n'y a pas de tiroir, c'est très difficile de mettre les appâts. Et là, c'est vraiment un plus. Et cette grille jaune, même la partie basse de la grille jaune, elle va être modifiée parce que il faut fermer les trous bas qui font que les frelons rentrent moins rapidement. Et donc, actuellement, les gens mettent du scotch dessus, mais je pense que ça va régulièrement, on va avoir comme ça des améliorations sur les pièges par les observations des utilisateurs. La suivante. Donc ça, faut bien se fixer dans l'esprit ces pièges, et donc c'est quelque chose qui est à mettre en place au printemps, soit au niveau du rucher et soit au niveau des fleurs. Donc au niveau des fleurs, vous voyez, sur les camélias, hein, c'est bien connu, on sait qu'il y a beaucoup de frelons qui viennent là-dessus. Il y a les Cotoneaster horizontalis, mais il y a aussi des viornes, il y a plein d'endroits où on peut mettre ceci. Et donc
Il y a des gens qui vous disent qu'il ne faut pas les mettre dans le rucher, ça attire les frelons. Non, c'est faux. Les frelons, ils vont là, ils sont en période de recherche. Ils ne prennent pas de frelons dans les ruchers. Donc, il y a moins de frelons dans les ruchers que dans les parties à fleurs. Chez moi, j'ai un piège dans mon rucher, un piège dans mon jardin qui est à 2 km. Et l'année dernière, j'ai pris 150 frelons en 5 semaines avec un piège japonais dans mon jardin, et avec le piège bivital, je n'ai pris que 48 ou 50 frelons asiatiques. Donc, il faut mieux, je pense que si tous les apiculteurs mettaient comme ça des deux côtés, et notamment dans les endroits où il y a des fleurs, on aurait un nombre de frelons beaucoup plus important à être piégés. La suivante. Donc, l'appât et l'entretien du piège, hein, les appâts, moi j'utilise tout simplement, je trouve que c'est encore plus facile, de la bière panachée et du sirop de grenadine. Et donc, l'appât classique, c'est avec du vin. Hein. Je trouve qu'il ne faut pas gaspiller le vin, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, si maintenant, il y a des périodes, des régions où il y en a trop. Mais un tiers de sirop de fruits rouges, un tiers de bière, un tiers de vin rouge. Il est arrivé aussi un autre produit avec de la levure de boulangerie, donc 30 grammes de levure de boulangerie dans 2 litres d'eau avec 1 kilo de sucre. Hein, ça fermente pendant 3 jours et ensuite vous rajoutez un peu de vin pour éviter que les abeilles ne rentrent, et c'est remarquable. Dans le sud-ouest, ils utilisent beaucoup ce type d'appât avec une bonne efficacité. Après, il y a des gens qui utilisent du jus de pomme en Normandie, du nectar de banane, etc. Mais bon, restons simples. Et pour moi, l'appât n'est pas tout. Hein. Le plus important, c'est d'avoir des frelons qui attirent les autres insectes. L'entretien, c'est tous les 8 à 10 jours, donc renouveler la place. Si possible, ne pas vider les pièges, et ça avec les petits pièges, hein, de type ornetin, pour ne pas le citer par exemple, c'est impossible à faire. Et donc, il faut essayer d'avoir des pièges d'une certaine taille quand même. Hein. Et il y a des gens, des groupes de gens qui ont fait des petits pièges du type piège à grille jaune, et ça marche parfaitement. Donc les insectes, les frelons vivants attirent les insectes et non pas les repoussent. Il y a des gens qui nous disent, mais s'il y a des frelons vivants, il faut mieux les écraser, les mettre morts. Non, c'est fou. C'est les phéromones d'alarme quand les frelons sont stressés qui attirent les autres frelons. Suivante. Donc, privilégier l'emplacement, on a déjà parlé un petit peu. Donc, on cible les ruchers où il y a eu une forte prédation l'année précédente et on met en œuvre une surveillance. Donc, un piège dans le rucher et un autre piège ailleurs. Et les camélias, bon, j'étais à Rennes il y a 15 jours, les camélias étaient déjà en fleurs. Et c'est pas parce que les camélias sont en fleurs qu'il faut mettre un piège. Je vous dis, mettez plutôt un appât sucré, hein, avec par exemple une petite mèche sur un pot à confiture dans lequel vous mettez du sirop de sucre, et les frelons qui viennent là-dessus, vous pouvez les attraper, vous les mettez dans le piège à ce moment-là, et si le temps est favorable, après, votre piège il va démarrer plus rapidement. Et surtout sur les pièges neufs, c'est toujours intéressant de mettre des frelons. On voit beaucoup trop dans toutes les études qui sont faites. On a quand même beaucoup de pièges qui sont sans frelons, donc avec 0 frelon. Donc quand vous n'avez pas de frelons et que vous avez 50, 60 espèces non cibles, c'est une erreur, quoi. Donc il faut supprimer ces pièges et en mettre moins pour éviter comme ça cette dégradation de l'entomophonie. Donc, au niveau du nombre de pièges par commune, on ne connaît pas exactement le nombre de pièges. Ça, c'est quelque chose qu'on doit travailler, hein, mais avec moins de pièges, je pense, pendant un moment, l'INSAP avait dit, hein, de mettre un piège tous les 200 mètres, et je pense que ça n'est pas bon, mais ça date déjà un petit peu, et maintenant, moins de 5-6 ans, et maintenant, avec les nouveaux pièges qu'on a, qui sont sélectifs et qui sont attractifs par le fait des frelons vivants qui font cette dynamique, il vaut mieux mettre moins de pièges. Et dans une commune classique, hein, il y a vraiment des grandes variations de surface entre communes, mais entre 4 et 10 pièges par commune. Et si possible, il faut travailler sur les collectivités d'agglos. Hein, donc là, quand on est sur plusieurs communes, avec un bon maillage sur le territoire, on sera beaucoup plus efficace. Donc, on essaie de trouver des endroits où il y avait des ruchers impactés l'année précédente, et là, on sera efficace. Tu peux mettre la suivante. Donc, au niveau de l'organigramme, bon, ça paraît un peu complexe. Hein. Au niveau national, donc c'est l'AFSE avec GDS France et Fredon France. Donc, on va continuer comme ça à surveiller le plan, à l'améliorer
sans cesse parce qu'il y a des données qui arrivent régulièrement. On a demandé encore hier au ministère des financements pour la recherche parce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir là-dessus. Dernièrement, il y a le CNES qui m'avait contacté parce qu'il serait intéressé justement à essayer de comprendre un petit peu la biologie du frelon et pourquoi le frelon s'implante plutôt dans certaines zones que dans d'autres. Donc, si on peut avoir des financements et de la recherche de ce côté-là, je pense que ça peut être vraiment un plus pour nous pour l'avenir. Donc, comité de pilotage régional, donc ça c'est au niveau des OVS, un comité de pilotage départemental, et ça j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment au niveau des départements, on a des GDSA actuellement qui sont bien implantés, des GDON, et donc là si on arrive à avoir une ou deux personnes qui s'occupent au niveau du département, ben, elles peuvent récupérer comme ça tout ce qui se fait localement, unifier les pratiques, donner les bonnes pratiques, favoriser la communication, etc. Donc, toutes les bonnes volontés sont à prendre, hein. Même les particuliers, on peut les informer, par exemple, sur ce que c'est qu'un nid primaire, pour faire rechercher les nids primaires. Donc, plus on détruira de nids primaires tôt, moins on aura de nids secondaires par la suite. Et même pour les nids secondaires, les particuliers, hein, s'ils sont informés, ils peuvent donner un coup de main. Les syndicats apicoles et les apiculteurs, je pense que le moteur quand même, souvent, ce sont les apiculteurs, sont quand même eux les plus impactés et de plus en plus. Et donc, il faut travailler de concert avec tous les autres, mais il faut essayer de trouver quelques personnes, soit au niveau local et au niveau départemental, hein, qui a la volonté de faire avancer les choses. La suivante. Donc, une remontée d'informations, là aussi, on n'aura pas toutes les remontées d'informations, mais quand on fait du piégeage au niveau d'une commune, et hier, le ministère de la transition écologique là, nous a dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir quels sont vos résultats. Hein, si on met en place un piégeage de printemps et qu'on n'est pas capable d'affirmer, de montrer ce qu'on fait, on va nous demander de l'arrêter. Donc là, quand vous avez, il faut mettre le type de piège, il faut mettre la commune, il faut mettre la date où on l'a mis, et après, vous mettez les frelons européens, les frelons asiatiques et les autres espèces non cibles. On ne va pas désigner précisément toutes les espèces non cibles, mais ça nous donne déjà une indication pour voir le nombre de frelons asiatiques qu'on prend par rapport au reste. La suivante. Et ce n'est pas un travail considérable à faire, hein. Donc voilà un travail, par exemple, qui a été fait en Anjou depuis plusieurs années. Et donc, on s'aperçoit qu'avec un piégeage comme ça qui se fait régulièrement sur une communauté, je crois qu'il y a 15 communes, donc on arrive à baisser de 50% le nombre de nids à détruire. Donc ça coûte moins cher aux communes, les communes ont bien compris. Et donc, dans ces communes, ce sont les communes qui achètent les pièges et qui les distribuent ensuite, bon, en majorité aux apiculteurs, mais aussi chez des particuliers. Moi, je ne suis pas trop favorable chez les particuliers, mais il y a des gens qui sont motivés et donc qui donnent toutes les références pour savoir ce qui a été fait, ce qui a été pris. La suivante. Donc la destruction des nids, bah là je vais passer la parole à David, c'est vraiment son domaine et surtout en Normandie, ils sont particulièrement gâtés avec le nombre de nids qu'ils ont actuellement. On a ce qu'il faut. Donc on va parler un petit peu, je vais parler un petit peu donc de la destruction des nids, et c'est vrai que on a voulu commencer le déploiement par la partie piégeage, parce que c'est vrai que l'urgence en ce moment c'est le piégeage, hein. Il y a beaucoup d'informations à passer, Etienne le fait très bien. Beaucoup d'informations à passer pour bien piéger, pour être efficace, pour être sélectif. Le domaine de la destruction des nids, c'est quelque chose qui est un peu plus connu et qui est quand même du domaine des professionnels. Et alors, les nids à détruire, on peut peut-être passer à la suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, vous savez aussi bien que moi, donc des nids, il y en a de deux sortes, hein. Les nids primaires qu'on va recommencer à arriver à partir du mois de mars-avril, et puis des nids qui vont s'étoffer pour donner après donc des nids secondaires qui sont déjà de beaucoup plus belle taille, hein. On arrive à des nids secondaires à partir de la taille à peu près d'un ballon de hand, quand on voit le trou d'entrée qui commence à se déplacer du bas du nid sur un nid primaire vers le côté du nid pour donner un nid secondaire. Voilà, c'est là qu'on sait qu'on arrive sur des nids définitifs, et des nids secondaires qui sont de plus grosse taille, qui abritent beaucoup plus de frelons, qui vont nécessiter des précautions et l'appel à un professionnel
et qu'on voit apparaître à partir, selon les régions, à partir de la fin juin, mi-juillet, on commence à voir les premiers nids secondaires, déjà de belle taille, à partir de la taille du melon, un petit peu, du petit ballon de hand. Là, on est sur des sujets là, qui nécessitent quand même une certaine professionnalisation. On va prendre ça un petit peu après. Et donc, quand on parle de professionnalisation, il y a bien sûr une notion de bonne pratique, de bonne utilisation, et une notion aussi donc dans l'organisation, parce que le maître mot, hein, du plan national, c'est d'encadrer les luttes, c'est de les organiser pour les optimiser, pour être le plus efficace et à la fois le plus respectueux de la biodiversité et de la santé des personnes, hein, aussi bien des gens qui vont venir détruire les nids que des gens qui vont être riverains de la destruction des nids, si on prend ce cadre-là de la destruction. Donc, dans ce cadre-là de nécessité d'organiser, d'encadrement, il est important de mettre en place des chartes de bonnes pratiques de destruction des nids, hein, à la fois en termes réglementaires par rapport aux obligations auxquelles doivent se plier les prestataires, une assurance adéquate, le certibiocide, une formation sur la destruction des nids, mais aussi toutes les bonnes pratiques qu'il peut y avoir, notamment l'utilisation, on y reviendra, hein, des pyrètres naturels et pas de pyrètres chimiques, histoire d'avoir le moins d'impact possible sur la biodiversité. Travailler avec des perches, avec de l'injection de l'injection des produits, des poudres dans les nids, et pas une pulvérisation globale de tout le nid ou de tout l'arbre, comme on a pu voir sur certains épisodes. Voilà, donc cette obligation-là d'encadrer la destruction, qui est une activité, encore une fois, à risque, et aussi bien pour l'environnement que pour les riverains, que pour les gens qui pratiquent, avoir donc ces chartes et sélectionner de ce fait-là les entreprises, les autres entrepreneurs, parce qu'il y en a aussi, hein, qui vont travailler dans ces chantiers de destruction de façon la plus safe possible, et pouvoir donc en faire part de cette liste-là des gens capables, en capacité de travailler correctement sur la destruction des nids, d'en faire part auprès des collectivités, auprès des particuliers. C'est très important de cette organisation-là, qui est la communication, qui soit bien diffusée, de façon à ce qu'on fasse appel aux bons prestataires et aux bonnes personnes. Diapositive suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, quand on parle des nids primaires et des nids secondaires, si on commence par les nids primaires, on dit souvent que ce sont des nids qui sont abrités, qui se trouvent à moins de 5 mètres en hauteur, contre des bâtiments ou dans des buissons. De façon évidente, hein, vous savez bien, les nids primaires sont des nids qui font la taille d'une clémentine, d'une petite tasse à café. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont souvent abrités, c'est parce qu'on ne voit que les nids qu'on a sous le nez. Hein, je vous défie de trouver un nid de la taille d'une clémentine dans un pain noir, dans un pain ou dans un bouleau en espace vert à 3-4 mètres, personne ne le voit. Donc en fin de compte, en vérité, des nids primaires, il y en a absolument partout. On a des centaines de millions en début de saison dans les départements, hein, au vu du nombre de nids qu'il y avait l'année d'avant et du nombre de fondatrices émises par chacun des nids. On a plusieurs centaines de fondatrices qui sont émises. Donc on a dans notre environnement, là, la saison, là, des centaines de milliers de fondatrices, des centaines de milliers de nids primaires qui vont se mettre en place, et on ne voit que ceux qu'on a sous le nez parce qu'ils sont tout petits. Pour autant, tous ces nids primaires-là que l'on voit, même si ce n'est pas une part importante de la population globale de tous les nids primaires, ils doivent être détruits. Dans la mesure du possible, de destruction de nuit. Alors, pourquoi on dit destruction de nuit dans la mesure du possible? C'est qu'il faut absolument être certain que quand on détruit ce nid primaire-là, puis après, les nids secondaires, la logique est un petit peu différente, mais dans ces nids primaires, il faut être absolument sûr qu'il y ait la fondatrice. Donc, c'est vrai que si tu fais une intervention tôt le matin, tard le soir ou la nuit, on est quasiment sûr que la fondatrice est dedans. Ou l'idéal, si on le fait en pleine journée, hein, pour une autre, et on attend bien que la fondatrice soit présente dans le nid de façon à détruire et la fondatrice et son nid primaire. Voilà. C'est dommage de détruire juste le nid et de laisser l'opportunité à la fondatrice d'aller en faire un plus loin. Est-ce qu'elle a réellement le potentiel, l'énergie pour refaire un second nid primaire? C'est pas sûr. Parce que vraiment, elle met toute son énergie en sortie d'hiver, en début de printemps pour faire son premier nid primaire. Elle n'est pas en capacité d'en faire 3 ou 4. Donc c'est vrai que si on détruit une nid primaire, voilà, on la fragilise beaucoup. Mais il faut absolument aller jusqu'au bout des choses et détruire les nids primaires en présence de la fondatrice. Voilà. Tôt le matin, tard le soir, ou si c'est en journée, bien s'assurer qu'elle est dedans. Voilà. Alors, soit avec une destruction mécanique, hein, donc ça veut dire on va attraper le nid, hein, dans un bocal, et on va l'écraser, voilà, de façon simple. Destruction par le froid, on va attraper ces tout petits nids là et on va les congeler, on va les mettre au congélateur.
il y a aussi la possibilité d'utiliser une bombe avec une pyrètre naturelle, hein, et on met un petit coup de bombe. Il ne s'agit pas de vider une demi-bombe, hein, dans un nid primaire, c'est tout petit, hein, juste un petit pchit quand la fondatrice est présente, avec une bombe de pyrètre naturelle, et à ce moment-là, vous avez détruit votre nid primaire. Donc c'est important, on peut garder l'objectif avec les nids primaires de chaque nid vu est un nid détruit. Voilà, on ne va pas laisser les nids primaires pouvoir se développer, hein. Même encore une fois, si on peut penser que les nids primaires que l'on voit, c'est une toute petite proportion de tous les nids primaires qu'il peut y avoir dans l'environnement, il faut les détruire. Et en plus, ça implique les gens. Voilà. On fait très attention parce que sur la destruction des nids primaires, quand on le fait soi-même, quand on le fait faire soi-même, ou par un proche, hein, qu'on monte sur un escabeau et qu'on a un petit peu peur parce que il y a un frelon. Voilà. Si on a des craintes par rapport à un risque de chute ou autre chose, on le fait faire par un professionnel. Mais sinon, globalement, un nid primaire, ça peut se gérer assez facilement. En revanche, quand on parle des nids secondaires, voilà, on arrive sur des nids qui sont de la taille d'un melon, qui sont de la taille d'un ballon de hand, et plus tard d'un ballon de basket. Et eux, pour les plus gros, moi, le plus gros que j'ai jamais vu, il est à peu près gros comme une machine à laver. Donc, on se doute bien que ces nids-là abritent quelques dizaines, quelques centaines, voire quelques milliers de frelons, et il faut absolument passer par un professionnel. C'est une obligation, et voilà, il y a en termes de bonnes pratiques, en termes de risques à prendre, voilà, il faut absolument passer par un professionnel qui sera charté, qui sera encadré dans des chartes de bonnes pratiques. Et ces professionnels, on leur demande d'utiliser des biocides qu'ils vont injecter dans le nid. Voilà, et c'est pas une pulvérisation de tout le nid, voilà, on injecte la pyrètre dans le nid, et on leur demande de n'utiliser que des pyrètres naturels si on utilise un biocide. Pas de pyréthronides de synthèse, pas de produits chimiques de synthèse, parce qu'en fin de compte, ce que l'on demande à ces produits quand on va les injecter dans le nid, c'est d'être efficace juste quelques jours. On sait que tous les frelons rentrent au nid tous les soirs, et en un ou deux soirs, tous les frelons se sont contaminés avec la poudre, et tout le nid va être détruit. Alors, quand on dit détruit, c'est toute la colonie va être détruite, même si le nid physiquement n'est pas détruit, mais toute la colonie va être détruite. On y arrive très bien à le faire, ça marche très bien, et partout où on le fait, on n'a aucun souci d'utilisation, on arrive très bien à le faire avec des pyrètres naturels, qui ont une durée de vie, une rémanence de quelques jours seulement. Et comme ça, on a moins d'impact après sur la biodiversité. Et quand on utilise une pyrètre naturelle, on peut s'affranchir de décrocher les nids. Alors que si on utilise un produit chimique, la durée de vie est de plusieurs semaines, voire de quelques mois, mais en tout cas, on dira de plusieurs semaines. Et de ce fait-là, on se retrouve avec des nids qui sont, entre guillemets, gorgés d'une 200 grammes de poudre chimique intérieure, et qui vont rester accrochés tout le restant de la saison jusqu'à l'hiver. Donc ceux-là, on est obligé de les descendre. Et quand vous commencez à démonter un nid, c'est pas un nid de frelons asiatiques, hein, surtout quand on tombe sur des gros nids, c'est pas juste une boule qui est accrochée comme une boule de Noël dans un sapin, hein, et on coupe le fil et puis le nid tombe. Les nids sont enchevêtrés dans les branches, et on est obligé donc de disloquer les nids pour les descendre, et vous vous retrouvez avec des bouts de nid, avec plein de poudre chimique qui tombent au sol, qui y a partout, et on a une dispersion comme ça des poudres chimiques. Et après, une fois que vous avez récupéré le nid au sol, il faut bien l'éliminer, vous n'avez pas le jeter à la poubelle, il faut l'éliminer dans des filières spéciales. Donc tout ça, c'est une gestion assez contraignante, avec un impact potentiel sur la biodiversité. C'est pour ça qu'on recommande absolument d'utiliser des pyrètres naturels qui ont une durée de vie très très courte. Et à ce moment-là, on s'affranchit de décrocher les nids, et il y a beaucoup moins de gestion. Donc ça, c'est une obligation. Il y a un vrai sujet aussi avec les paintballs. Donc là, de façon très autoritaire, on a dit l'utilisation du paintball interdite. On le déconseille fortement. L'utilisation du paintball, même avec des pyrètres naturels, parce que de l'aveu même des personnes qui l'utilisent, hein, moi je fais des formations certibiocides et j'ai des prestataires en certibiocide tous les mois pour les formations qui nous disent quand on travaille avec des paintballs, on a à peu près, en gros, 10% des billes qui passent à côté. Et qu'est-ce que je fais, moi, à ce moment-là, quand je suis en ville, quand je détruis des nids au paintball, et je me trouve avec 5, 6, 7 billes d'insecticides que l'on va retrouver dans le jardin. Alors, si c'est bloqué dans les gouttières ou sur les toits du voisin, c'est dommage, mais c'est pas si gênant que ça. Par contre, si les billes sont tombées dans la rue, dans le jardin du voisin, qu'est-ce que je fais de ces petites billes qui sont pleines de pyrètres naturels, ou encore pire, pleines de pyrètres chimiques? Donc voilà, on déconseille nettement l'utilisation du paintball. Et c'est vrai que, et même quand on travaille avec à faible hauteur, hein, sur des nids avec du paintball, on a moins de pertes de billes, mais à ce moment-là, on a tellement d'impact dans le nid sur des nids relativement petits à faible hauteur, que le nid se trouve très dégradé par les impacts du paintball, et à ce moment-là, il est tellement dégradé que tous les frelons ne parviennent pas à rentrer au nid tous les soirs.
Et là, on n'a pas rempli l'objectif qu'on veut, d'essayer de contaminer avec la poudre tous les frelons dès le premier soir. Donc, en termes d'efficacité, on reste bien sur l'injection de la purette naturelle dans le nid, que ce soit avec une canne, si c'est relativement accessible, ou avec une perche, jusqu'à 25 ou 30 mètres. Il y en a, on demande au moins d'équiper avec des gens, de s'équiper avec des perches de 25 mètres, voilà, de pouvoir injecter ces poudres d'insecticides naturels, de purette naturelle dans les nids. Ça, c'est extrêmement important. On peut aussi utiliser des destructions mécaniques par enveloppement ou par aspiration. C'est des choses qui se font localement par-ci par des gens qui sont équipés. On ne peut pas l'exclure du plan de lutte parce que pour le coup, ça peut être efficace. Et en termes environnementaux, c'est même plutôt pas relativement, c'est extrêmement bien. Mais ça nécessite quand même une bonne praticité, une bonne connaissance. Et on sera adapté juste pour les nids qui sont à moins de 5 mètres de hauteur, hein, qui sont vraiment en même temps les nids les plus dangereux, hein, qui sont intéressants de détruire. Et voilà, donc on n'exclut pas la possibilité d'avoir des actions de destruction mécanique ou d'enveloppement ou d'aspiration. C'est des choses qui se font, mais qui ne sont pas forcément les plus courantes. Le plus courant, c'est quand même l'utilisation de l'injection de biocides. Et là, encore une fois, par des purettes naturelles, c'est vraiment ce qui est préconisé. Là, diapo suivante, s'il te plaît, Laurent. Ah bah je suis voilà. Donc juste, je croyais que j'en avais encore une, mais c'est pas grave. Donc voilà, sur le message, hein, surtout, ce qui est important, on y reviendra après, c'est au niveau de l'organisation et de la bonne diffusion de l'information et d'avoir donc des professionnels qui sont bien encadrés, qui sont bien au courant des bonnes pratiques, de façon à ce qu'on puisse diffuser des listes de gens qui sont les plus efficaces possibles. Voilà quant à la destruction des nids primaires et secondaires. Je repasse la parole à peut-être à Étienne. C'est Étienne qui reprend. Donc, réduction du stress sur les colonies. C'est vrai que on a vu que le frelon n'était pas éradicable de toute façon, donc il faut détruire des nids, mais même en détruisant des nids, on n'arrive pas à détruire suffisamment de nids, hein, pour qu'il n'y ait plus de problèmes sur les ruches. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est rechercher sur tous les nids auprès des ruchers. Et quand on est apiculteur de loisirs, si on peut consacrer une demi-journée à rechercher, hein, le ou les nids qui sont proches du rucher, en général, on améliore quand même énormément la situation. Mais de toute façon, il faut absolument se dire que maintenant, on doit protéger les ruchers, quoi, hein. Les abeilles qui sont en V sur la planche d'envol, donc elles sont plus ou moins stressées en fonction du nombre de frelons qui sont présents. Avant, on disait, il y avait une étude en 2018 où 2 frelons, ça faisait baisser de 20% l'activité. 5 frelons, ça faisait baisser de 40% l'activité des abeilles. Et 10 frelons, c'était 70%. Et moi, je pense que même à 5 frelons, on est déjà plus que ces chiffres qui étaient annoncés. Donc, il faut vraiment essayer de mettre en place des systèmes pour réduire ce stress. Et le premier qu'on a évoqué tout à l'heure, c'était le piégeage de printemps pour essayer de diminuer de 50% le nombre de nids. Donc, la suivante. Donc, il faut sensibiliser les apiculteurs, les inciter à agir. Alors, c'est pas facile parce que ça représente des coûts, tout ceci, entre le piégeage, les muselières, les restrictions d'entrée, les harpes électriques. Et est-ce qu'il faut vraiment faire un piégeage d'automne avec ça? Moi, je sais que personnellement, avec des harpes électriques, il n'y a plus grand-chose qui rentre dans les pièges. Mais bon, on peut mettre les deux, hein, parce qu'il y a quand même des endroits où il y a des fortes pressions. Donc, je commence par les restrictions d'entrée. Les restrictions d'entrée, elles sont pas à mettre trop tôt parce qu'on a encore des fécondations parfois fin septembre, début octobre. Donc, il faut les mettre au moment où comment on appelle ça, la nourriture des frelons va baisser. Et quand je parle de nourriture des frelons, on pense toujours protéines. Les frelons, ils sont comme nous, ils ont besoin de glucides et de protéines. Et donc, quand
comment on appelle ça, le lierre a disparu, hein, ils n'ont plus de nourriture et à ce moment-là, vous avez des frelons qui rentrent en masse dans les ruches où il n'y a pas de restriction d'entrée. Et les abeilles, elles désertent les ruches. Donc on a vu, hein, on a un pro là en Bretagne, c'était 157 ruches en 15 jours hein, qui avaient été décimées par les frelons et des ruches qui étaient toutes fortes. Hein, c'est un très bon apiculteur breton. Et donc ça montre un petit peu que il n'y avait pas énormément de frelons auparavant hein, sur ces ruchers. Et du jour au lendemain, tous les frelons sont venus sur ces ruchers pour chercher du miel. Et donc, les abeilles sont parties et ils avaient besoin de réserves comme ça glucidiques donc, pour faire leur corps gras. Et donc, il faut vraiment penser à ça. Donc, à partir de 15 octobre, ça dépend des régions, mais à partir du 15 octobre, il est bon de mettre des restrictions d'entrée et les petites restrictions vertes, hein, qui sont les plus étroites, même si vous avez quelques frelons qui arrivent à rentrer, ils ont du mal à rentrer et quand ils sont dedans, ils se font éliminer. Alors quand ils arrivent à 50 et qu'ils rentrent dans une colonie, hein, il est impossible de les gérer. Et les gens nous disent, mais les abeilles en Chine, à Apis Serena, elles savent se défendre. Non, non, en Chine, même à Apis Serena, quand il y a beaucoup de frelons, ils sont complètement dépassés et donc il y a aussi des pertes. Donc, les muselières, ensuite, il existe plusieurs types de muselières. Hein, on ne va pas détailler énormément, mais on fait dans la région, ça commence à être connu. Il y a la AVO, dont je n'ai pas encore parlé, qui est une association du 95 qui travaille depuis 5 ans et qui fait beaucoup de recherches sur la protection des ruchers. Et donc, ce sont eux qui ont développé, ils ne l'ont pas inventé, mais ils ont repris le concept et ils ont développé les muselières à tubes. Et donc, ces muselières à tubes, ça permet de garder une certaine vitesse pour les frelons à la sortie de la ruche et à la rentrée. Et donc, il y a un plus grand nombre de frelons qui échappent. Il y a quelques frelons, notamment les frelons européens, qui peuvent descendre dans les tubes. Et donc, maintenant, ils ont mis un système qui a été fabriqué par imprimante 3D de petites grilles qu'on met dans les tubes. Et donc, comme ça empêche le frelon de descendre tout en bas. Et en bas, on peut même à ce moment-là supprimer la restriction d'entrée verte. Et les frelons peuvent nettoyer les ruches parce que quand on a ces restrictions vertes, parfois les abeilles d'été qui meurent restent dans la ruche. Et c'est vrai que quand elles peuvent être en dehors de la ruche au niveau sanitaire, c'est quand même l'idéal. La troisième mesure à prendre, ce sont les harpes électriques. Hein. Les harpes électriques, c'est une vraie révolution depuis que c'est apparu. Hein. Quand vous mettez une harpe électrique en 8 jours, pour une harpe pour 10 ruches, vous n'avez plus du tout d'abeilles en V sur la planche d'envol, donc vous supprimez le stress. Et il y a des gens, tous les gens qui les ont essayés sont convaincus, et il y a des gens qui critiquent ces harpes alors qu'ils ne les ont jamais essayées. Alors, ça n'est pas un système miracle, mais c'est vraiment un plus considérable par rapport au piège en automne. Moi, personnellement, j'ai eu de 100 à 150 frelons par jour pris dans les harpes quand on les met en place. Et après, progressivement, vous restreignez comme ça le nombre de frelons devant vos ruches, donc vous avez moins de prédation et surtout, vous avez une disparition du stress. Donc, ce qui compte, c'est que la reine puisse continuer à pondre, qu'il n'y ait pas épuisement des réserves parce que les abeilles consomment leurs réserves puisqu'elles ne sortent pas. Et donc, à ce niveau-là, on a une efficacité remarquable. Après, il y a beaucoup de gens actuellement, là, ici en région Île-de-France, qui font des ateliers pour essayer de fabriquer ces harpes. Et c'est vrai que ça diminue les coûts de façon considérable. Et donc, vous pouvez aller sur les sites de la AVO. Et donc là, vous aurez tous les tutos pour agir et créer des systèmes. Il y a une partie électricité, donc il faut s'y connaître un petit peu, mais quand vous faites des ateliers comme ça, ça permet de bien faire passer les messages et de faire des apps qui sont vraiment efficaces. Et le piégeage d'automne, donc le piégeage d'automne, jusqu'à présent, on disait qu'on ne piégeait pas de fondatrices. Les Belges ont montré récemment qu'il y avait un petit pourcentage de fondatrices qui allaient dans les pièges et dans les pièges et dans les harpes. Les harpes, on ne mesure pas, on ne doit pas voir s'ils sont des fondatrices. Mais donc, ça vaut le coup quand même en automne, même il n'y a pas d'études scientifiques importantes qui le prouvent, mais les Belges sont des scientifiques qui ont fait le test et qui ont mesuré. Et donc, on a quand même un petit pourcentage de fondatrices qui disparaissent à ce moment-là. Donc, il ne faut pas le négliger. On peut passer à la suivante.
Et donc, pour les apiculteurs pros, pour l'instant, ben, ils font surtout de la transhumance. Donc, il faut essayer de trouver un endroit où il y a peu de frelons. Et pour les particuliers, c'est pareil. Il y a des gens qui bougent leur ruche et ça améliore la situation tout de suite, quoi. Et donc, avec les harpes, je n'ai pas dit non plus, on peut, mais bon, peut-être que ça va revenir après, on peut mettre un couloir, mettre un grillage 1 mètre devant les harpes. Les harpes, elles sont devant les ruches, perpendiculaires à la ligne de ruche. Et si vous mettez un couloir, vous forcez les frelons à rentrer dans la ruche. Donc, vous avez un taux de mortalité des frelons qui est beaucoup plus important. Donc, il n'y a aucun système de protection des ruchers qui marche seul, donc il faut vraiment l'adapter et mettre ça sur plusieurs. Il faut plusieurs systèmes en même temps pour être efficace. Donc, les muselières grillagées ou à tubes, moi personnellement, je préfère les muselières à tubes. Bon, là, c'est à 3 tubes et je pense que 2 tubes, c'est suffisant. Un tube, c'est un petit peu moins bien, mais quand vous avez 2 tubes, les abeilles s'habituent très vite à rentrer par un tube et à sortir par l'autre. En plus, on met des coudages différents pour les frelons. Et donc, ça fonctionne parfaitement. Donc, les restrictions d'entrée, je vous l'ai dit, on peut passer à la suivante. Donc, vous voyez des exemples de harpes. Et ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la petite grille anti-frelon, et donc qui n'a aucune action sur les rentrées de pollen. Ça ne dérange pas du tout. Et donc, ces tubes comme ça sont vraiment très intéressants pour garder la vitesse. Les frelons n'aiment pas aller dans le noir, donc en général, parfois ils s'aventurent un peu, mais ils ressortent rapidement sans avoir pris d'abeilles. Et donc, c'est vraiment un système intéressant. Et je vois que sur le chat, là, il y a des gens qui parlent de la longueur. Si on peut rallonger un peu le tube, ça permet aux abeilles qui sortent d'aller plus vite. Et donc, c'est toujours préférable de remettre comme ça une allonge pour protéger encore plus les abeilles. Voilà, la suivante. Donc, on l'a dit, à utiliser en complément. On peut mettre une harpe. Moi, j'ai 20 ruches, j'avais mis 2 harpes, ça fonctionnait parfaitement. Après, plus votre niveau de pression sur le rucher est important, plus il faudra mettre 2 harpes. L'étude espagnole qui est sortie il y a un peu plus de 2 ans, c'était une harpe pour 2 ruches. Donc là, ça représente quand même des coûts très importants. Et donc, je pense qu'avec c'est comme pour les pièges, avec peu de harpes, mais des harpes bien disposées. On peut même mettre sur les fils, on met quelques petits plombs pour essayer d'attirer les frelons, parce qu'ils croient que ce sont des abeilles et ils se précipitent dans la harpe. Donc la bonne disposition de la harpe, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Il faut qu'elle fasse une certaine hauteur, il faut qu'elle soit au niveau des frelons devant les ruches. Donc ça va dépendre de la hauteur sur laquelle vous posez vos ruches. Et donc si c'est bien disposé, il ne faut pas hésiter à le relever si nécessaire. On met de l'eau avec répulsif parce qu'on a des abeilles qui vont se noyer, donc on met de l'eau avec du liquide vaisselle citronné. Par contre, quand on change l'eau, moi j'ai remarqué personnellement, on avait toujours un certain nombre d'abeilles qui se noyaient, qui venaient pour boire l'eau, même si on avait mis un répulsif. Et au bout de quelques jours, il n'y a plus ce problème-là. Mais donc on enlève les frelons régulièrement en prenant une grille à rênes. Et donc les frelons flottent, on les enlève. Et ça vous permet d'éviter de changer l'eau pendant 5 à 6 semaines. Et donc il y a très très peu d'abeilles qui partent dedans. L'efficacité, ça peut être jusqu'à plus de 200 frelons par jour. Donc, par rapport à un piège, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Et surtout, ce qui est remarqué par tout le monde, c'est que la pression sur les ruchers, elle baisse brutalement. Et donc, vous avez tout de suite vous retrouvez des abeilles qui travaillent normalement et qui vont chercher du pollen et du nectar cette saison. La suivante. Donc le piégeage d'automne, donc de août à fin novembre. Donc, mais mettez une harpe. C'est vraiment quelque chose de très important. Et ce piégeage d'automne, bon, il y a un message qui était passé dans un département des Pyrénées, là-bas, le 65, de mettre des pièges de février jusqu'à novembre. Donc ça, c'est scandaleux. Donc, on n'a pas le droit au niveau de la protection de la biodiversité. En plus, ça ne sert à rien, parce qu'en été, vous piégerez très peu de frelons. Vous allez piéger d'autres espèces, mais pas de frelons. Donc, on voit trop de pièges dans beaucoup d'études où
où il y a vraiment peu de frelons ou pas de frelons dans certains pièges. Donc ça, il faut dire qu'on est en échec, donc il faut revoir sa position, sa stratégie. Donc, on place 1 ou 2 pièges par rucher. Quand vous avez une harpe, un seul piège pour 25 ruches, c'est suffisant. Et donc, en zone méditerranéenne, pensez à utiliser les pièges qui permettent l'entrée de Vespa orientalis. C'est le cas du piège japonais. Le piège japonais est adapté pour Mandarinia, hein, qui est une espèce qui vit au Japon, et avec une seule piqûre, ça tue quand même pas mal de personnes, parce que là, le venin est autrement plus dangereux que le venin de Vespa velutina. Donc, il est arrivé aussi aux États-Unis. Donc, ça, on craint ça vraiment. Hein. C'est pour au niveau sanitaire pour les humains. J'espère qu'on ne l'aura pas trop rapidement en France. Donc, pour Orientalis, il faut des entrées plus grandes. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, s'il peut l'éteindre, s'il vous plaît, sinon on va le trouver. Donc, le Orientalis, hein, qui est arrivé maintenant dans 3 départements dans le sud. Donc, il faut utiliser les. On t'a coupé le micro, Étienne. Il faut que je le remette. Oui, on l'a coupé pour tout le monde. Donc, je reprends les choses. Donc, pour Orientalis, il faut quelque chose de plus important. Jusqu'à présent, Orientalis, en France, ne s'attaque pas au rucher. Mais normalement, dans d'autres pays, il s'attaque, il rentre à 50 ou 100 dans un rucher très, très rapidement. Ils détruisent un rucher, comme on voit actuellement en fin de saison avec Velutina. Et donc, sur Orientalis, maintenant, il est présent à 3 endroits sur la côte méditerranéenne. Il est question de le supprimer des espèces exotiques envahissantes parce que c'est sa zone endémique. Donc là aussi, il faudrait, je pense, être beaucoup plus proactif que ce qu'on a fait jusqu'à présent contre Orientalis, parce que les nids sont difficiles à trouver parce qu'ils sont dans le sol, dans des pierres, etc. Mais il faut essayer de faire de la triangulation, de rechercher au maximum, hein, les nids. Et tant qu'il n'y a pas beaucoup de nids, là, il est encore possible, peut-être pas de l'éradiquer, mais au moins de le limiter au grand maximum dans cette région. Bon, c'est un frelon méditerranéen, il ne va pas arriver demain en Île-de-France, mais dans cette région-là, il faut essayer. Les gens sont déjà sinistrés avec le réchauffement climatique au niveau des abeilles, des apiculteurs, donc il faut essayer d'agir beaucoup plus fortement que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, l'appât et le type de piège, bah, c'est comme au printemps, hein, les gens nous disent il faut utiliser des protéines, du poisson, des choses comme ça sent mauvais dans les pièges, il faut les nettoyer, vous faites partir les phéromones des frelons. Donc, moi, on a parfois pendant 10-15 jours, effectivement, où l'apport de protéines va être efficace. Mais ça n'est pas la peine de se compliquer la vie. L'appât classique fonctionne même en automne, quoi. Donc, après, chacun peut essayer, mettre des protéines d'aliments pour chats, etc. Tout est possible. Même du poisson, c'est vrai qu'ils adorent le poisson. La suivante. Donc là, je vais laisser la parole à Laurent, ou je continue là-dessus, Laurent? Comme tu veux, comme tu le sens. Oui. Je peux parler si tu veux le dire, ou sinon c'est sur les remontées des piégeages, c'est ça? J'y vais. Bah écoute, je prends le relais 5 vas-y, minutes. Hein. Ça va te reposer la voix un petit peu. Voilà, je vais aller voir un peu. Donc voilà. Donc au niveau de là on a vu en fait les parties en jeu, hein, finalement, protection de la biodiversité, protection des populations, les problèmes posés au niveau des apiculteurs, hein, et puis donc les outils, hein, les 3 outils qui sont proposés, préconisés. C'est une chose. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, tout ça soit concerté et puis organisé. Hein. C'est nécessaire. Donc, c'est nécessaire d'une part pour l'efficacité de nos actions, hein, pour prioriser là où il faut. Et c'est aussi nécessaire par rapport à nos potentiels financeurs, hein, qui demandent effectivement, par rapport à de l'argent affecté, des indicateurs de résultats, que l'argent public soit bien affecté. Hein. Donc, dans ce cadre-là, l'idée, c'est d'avoir une concertation qui est organisée sur les 3 échelles, hein, au niveau national, au niveau régional et puis au niveau départemental, hein, pour être
plus proche possible des communes. Et donc voilà, hein, donc au niveau du comité de pilotage national, donc ce qui est préconisé, c'est que donc ce soit sous le cadre de l'AFSE, hein, qu'il y ait la réunion des deux OVS, hein, animal et végétal, et puis que chaque OVS soit représenté par un référent national. Hein, donc voilà un petit peu l'idée, hein. Et puis ce comité de pilotage-là, finalement, l'essentiel, c'est qu'il y a effectivement un pilotage du plan, hein, que les ressources régionales soient coordonnées, hein, que ce soit l'OVS végétal ou l'OVS animal, hein, et puis en fait qu'il y ait en permanence une adaptation, une évolution possible du plan selon les données qui sont remontées, selon les éléments publiés, selon les travaux scientifiques. Hein. Donc tout ça, en fait, c'est à ce niveau-là que ça va se situer, hein, et avec une production en fait d'outils de formation, d'outils de communication et puis de formation effective. Hein. Donc voilà un petit peu l'idée. Et puis avec le fait qu'au minima, une fois par an, donc ce comité de pilotage puisse inviter, hein, les directions des deux ministères que nous avons cités tout à l'heure. Hein, donc la DGL et puis le ministère de l'Agriculture et puis le ministère de la Transition écologique. Donc voilà un petit peu le pilotage national. Après, peut-être que David, tu as un complément à exprimer par rapport à la partie végétale. Est-ce que tu as quelque chose à dire en complément là? Non, sur la partie de pilotage, ce que tu dis, hein, non, c'est que voilà, c'est tout ce pilotage-là, que ce soit national, régional, même départemental, il est confié aux OVS dans leur déclinaison, dans les différentes déclinaisons jusqu'au de FRGDS, Fredon France, jusqu'au FDG-DON et localement au Fredon et les GDS. Et que c'est l'importance de cette concertation-là. Et c'est vrai que ce plan national est l'exemple même d'une belle concertation entre les deux réseaux d'OVS et qu'il faut qu'on le décline au maximum et que c'est ça qui en fait la solidité et l'impartialité et l'indépendance. C'est quelque chose auquel tient beaucoup mon président qui n'a pas pu être là pour aujourd'hui. Voilà, donc de confier cette organisation-là à ces réseaux d'OVS, c'est quelque chose de très important et de très fort. Très bien. Donc, du coup, ce qui est proposé finalement à l'échelle régionale, c'est que les deux OVS soient là et puis que soient présents les référents départementaux, les acteurs locaux influents dans l'action, hein, et que soient définis également, donc dans ce cadre-là, deux référents officiels régionaux porteurs de ce plan. Hein. Donc là, pareil, hein, en matière d'action, c'est le recensement des difficultés auprès des référents départementaux, réaliser les bilans annuels au niveau de la région, hein, je vous dis, totalement essentiel pour montrer qu'on sait faire et que montrer les résultats sur ce qui est fait. Hein. Et puis globalement, avoir une vision un peu prospective et puis voir le plan de lutte de l'année suivante. Hein, donc voilà, avec là aussi la tâche de l'entité fonctionnelle, donc le département. Hein. Donc tout ça soit en lien avec les comités de pilotage et les référents départementaux. Pareil, communiquer, hein, auprès des acteurs régionaux. Et nous nous retrouvons finalement à l'échelle départementale, hein, qui réunit les GDS, les GDSA, les FDG-DON et puis tous les acteurs, j'ai envie de dire, de bonne volonté. Là aussi, que soit défini par département des deux référents, hein, donc référents OVS, enfin de la famille OVS animal et OVS végétal. Hein. Et puis l'idée, c'est effectivement d'informer, de former, de coordonner la lutte au niveau départemental, d'avoir des listes de recensés de désinsecteurs référencés, d'animer les réseaux piégeurs, les réseaux des insectiseurs, de coordonner l'action locale, et puis effectivement de faire aussi le bilan de ce qui est fait à l'échelle locale. Donc ça, c'est les propositions, ce qui est ardemment souhaité pour qu'on ait une construction qui soit solide et fonctionnelle. Hein. Et puis vous avez là, bon, je vais juste c'est pour situer les différents comités les uns par rapport aux autres. Hein. Vous avez donc le comité de pilotage national constitué, comme je vous l'ai dit. Hein. Alors, ce qui est très très important, c'est que il y a la tâche en fait de la vraie vie, de ce qui se passe sur le terrain, hein, qui soit remonté à ce comité de pilotage par les différents comités régionaux et départementaux. Hein. Mais il y a aussi le lien qui se fait avec, j'ai envie de dire, les experts techniques, les experts scientifiques, et puis en fait toutes les publications éventuelles. Et ça se fait dans le cadre, en parallèle, l'associé d'un groupe d'un GT Frelon, hein,
dans lesquels les acteurs apicoles sont représentés par leurs ADA, hein, par l'ADA France. Les techniciens sanitaires apicoles sont représentés par leur groupement national. L'ITSAP soit présent, l'interprofession soit présent. Les OVS, animal et végétal, soient présents également. Donc, du coup, c'est GDS France et puis Fredon France. Hein. Les scientifiques représentés par un acteur au niveau de la plateforme d'épidémiologie et de surveillance en santé animale, et puis donc les experts du muséum du MNHM. Voilà l'idée, en fait. Hein. Donc, il y ait ce groupe technique qui éclaire le comité de pilotage. Et puis, ce comité de pilotage, après, ma foi, ça fonctionne avec le comité de pilotage régional dans tout ce qui est ascendant et descendant. Hein. Donc, les éléments d'information apportés, donc les bilans qui remontent. Et tout ça fait que il y a un cercle vertueux qui fonctionne. Hein. Et puis après, donc, la place des comités de pilotage régional qui échangent sur les plans de lutte et puis établissent les bilans, hein, et puis les difficultés en correspondantes, hein, et puis en lien avec le comité de pilotage départemental, avec toutes les actions piégeage, destruction, et puis communication, formation qui sont conduites. Voilà un petit peu la proposition de structuration. Et puis, nous avons pour illustrer un exemple qui a été, qui vient des Pays de Loire. Hein. Et puis, donc, du coup, sauf si tu as des éléments, David, à ajouter sur ce que je viens de dire là. Hein. Cette partie-là, non, surtout sur la partie départementale, sur ce qu'on peut le voir avec la diapositive suivante, sur l'importance du comité de pilotage. Hein, c'est bien le comité de pilotage qui va. On voit les questions qui arrivent. Comment est-ce qu'on finance la destruction? Comment est-ce qu'on finance tout ça? Toutes ces parties de financement de budget sont bien à faire en comité de pilotage départemental, parce que c'est là, en fin de compte, le cœur du système et comment les gens qui auront les mains dans le cambouis, c'est vraiment au niveau du département, et c'est important que la concertation se fasse au niveau des comités départementaux, dans lequel on va associer tous les acteurs, mais aussi les administrations. Les DDT, les DPPP, c'est extrêmement important. Pouvoir essayer au niveau du comité de pilotage, essayer de mettre en place des arrêtés de lutte obligatoires, des arrêtés de lutte collective, pardon. Des arrêtés de lutte collective, c'est vrai que pour les collectivités, pour les communes, c'est plus facile, on a les mains un peu plus, les choses un peu plus solides. Quand on a un arrêté de lutte collective, hein, c'est des choses qui appuient la lutte et qui légitimisent la lutte et les acteurs. Et donc, c'est vraiment le nerf de la guerre, enfin, le point névralgique, hein, au niveau de l'organisation, c'est bien le comité de pilotage départemental. Il faut bien y associer le maximum de personnes qui sont là pour orienter, décider, demander les budgets, et voilà. Et une fois que tout le monde est dans le comité de pilotage et tout le monde discute dans le comité de pilotage, d'expérience, les choses avancent beaucoup plus vite. Hein, donc c'est important, c'est quelque chose à pas négliger. Dans l'organisation départementale, dans l'organisation générale, c'est une des premières choses à mettre en place. Le comité de pilotage, cette instance de discussion et de partage et d'organisation d'orientation. C'est extrêmement important. Merci David. Et puis une illustration de ce qui a pu se passer à l'échelle d'un département en Pays de Loire. Je ne sais pas, Étienne, si tu prends le relais, et puis après tu prendras peut-être le relais sur les indicateurs de suivi, les 3 diapos qui suivent. Oui, ça te va? Oui, pas de problème. Donc, le comité de pilotage, donc là, c'était en région Maine-et-Loire, donc avec un référent piégeage et un référent destruction. Donc, au niveau du référent piégeage, donc ce référent communique avec des apiculteurs et des collectivités, hein, qui, soit les collectivités prennent en charge les pièges, ou soit ce sont les apiculteurs, hein, et donc qui sont eux-mêmes piégeurs. Il y a des collectivités comme ça qui distribuent des pièges sur plusieurs agglos, qui les récupèrent rapidement, et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on n'a pas des pièges qui traînent toute l'année comme ça et qui sont laissés en place sans surveillance, sans appât, sans rien. Et donc, il faut arriver à organiser ça. Et à partir de ça, Jean-Luc Denécher, lui, a des données depuis plusieurs années sur l'efficacité du piégeage. Et c'est vrai que le piégeage de printemps,
On a une efficacité, il y a une étude aussi à Trégastel dans le 22 qui montre qu'on arrive à baisser le nombre de nids de moitié. Bon, ce qui est dommage dans cette étude, c'est qu'ils ont utilisé des pièges Vespa Catch qui sont les moins sélectifs, qui sont efficaces, mais pas sélectifs du tout. Donc là, il faut qu'ils continuent, mais avec de nouveaux pièges, les bons pièges. Et donc là, on prouve quand même que ça a une efficacité. Mais l'efficacité, elle est surtout intéressante sur le long terme. Et donc, si vous baissez progressivement votre nombre de nids, on peut espérer à long terme ne plus avoir une augmentation du nombre de nids. Quand vous voyez 32 000 nids sur les 4 départements bretons, ça coûte une fortune. Et pendant ce temps-là, vous avez de plus en plus de pression sur les ruchers. Donc, le but du piégeage de printemps, c'est vraiment d'éviter cela. Et pour ça, il faut avoir quand même des gens qui s'impliquent. Il faut passer un peu de temps. Quand on est apiculteur de loisirs, je trouve qu'on a quand même possibilité de le faire. Et quand vous êtes à la fois en relation avec votre collectivité locale, que vous essayez de gérer comme cela, au niveau des collectivités, on a aussi, en Île-de-France, on a fait cela, la Fredon a formé des référents dans les collectivités locales. Et donc, ces gens-là arrivent à tout gérer. Dans ma commune, c'est le cas. Le référent qui s'occupe du rucher, il s'occupe aussi du frelon pendant la période du frelon. Et donc, ça permet comme ça d'être très efficace avec des gens qui sont tout le temps disponibles, etc. Alors que quand on a un apiculteur, parfois il est occupé à autre chose. Les particuliers, alors moi je ne suis pas trop favorable au piégeage par les particuliers. Il y a un micro qui est resté ouvert, je crois, si vous pouvez le fermer. Et donc, chez les particuliers, c'est intéressant de les informer surtout. Et je pense qu'au niveau, on a parlé tout à l'heure des nids primaires, David, les particuliers peuvent nous aider à trouver ces nids primaires. Parce que s'ils ont sur leur balcon ou dans leur appentis de jardin un nid primaire, il y a des gens, ça ne les dérange pas, ils laissent faire. Et donc, les trouver, les détruire rapidement, c'est toujours un plus. Pendant un moment, on se disait, comme il y a l'effet de compétition entre nids primaires, on laisse faire la compétition. Non, la compétition, on peut la faire nous-mêmes aussi, donc on peut supprimer ça. Ça n'empêchera pas qu'il y ait quand même un nombre important de frelons, des fondatrices qui vont disparaître. Il faut quand même savoir que ce qu'on a dit pendant un certain temps, un frelon, une fondatrice au printemps détruite, c'est un nid de frelons en moins. C'est absolument faux. Il faut au moins 10 fondatrices au printemps qui soient piégées pour essayer de penser faire baisser le nombre de nids par la suite, quoi. Donc, il faut pas se réjouir trop vite, quoi. Et donc, au niveau des référents destruction, c'est la même chose, donc avec des personnes qui gèrent ça, donc même avec les collectivités. Et la chose qu'on n'avait pas faite dans le premier plan, je pense, et qu'il faut qu'on développe beaucoup, c'est la communication. Donc, la communication au niveau de toutes ces personnes comme ça, au niveau départemental. Donc là, c'est organisé avec une personne qui va le gérer. Et au niveau local, il y a quand même les bulletins municipaux, on peut faire des réunions publiques, etc. Et donc, informer le public, même s'il n'est pas directement concerné, je pense que c'est un plus, même pour les destructions de nids à l'extérieur. Il y a des gens qui ont un nid dans leur jardin, ils voient ça, ils n'ont pas envie de payer, et ça ne les dérange pas, tant qu'on ne touche pas au nid, ça n'est pas dérangeant. Mais il peut toujours arriver un accident, donc si les gens sont informés de ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de gens, quand on leur montre, et je crois que David l'a vu hier sur le site de la Fredon à Paris, au CIA, il y avait énormément de questions. Le fait de voir un nid de frelon, c'est très parlant. Et les gens, il y en a qui disent, on avait vu ça chez nous, quoi. Et donc, la communication, elle a été vraiment sous-estimée. Et ça, je crois que de travailler en collaboration avec la Fredon, c'est vraiment un plus parce qu'eux ont l'habitude des plans de lutte. Et donc, ils savent que cette communication est essentielle. Ouais. Si je peux me permettre juste un petit mot à ce moment-là, à cet endroit-là, c'est vrai qu'en termes de communication, c'est un des ressorts de l'organisation collective. Nous, je vois en Normandie, sur pourquoi est-ce que l'organisation s'est mise en place, notamment dans le Calvados ou la Manche, c'est parce que les apiculteurs sont montés au créneau en disant on se fait dévaster, il faut faire quelque chose, il faut qu'on organise quelque chose. Et c'est aussi et surtout parce que les collectivités, les communes étaient inondées de coups de téléphone. Personne ne savait comment faire et que faire face à un nid de frelons asiatiques. Qui est-ce que j'appelle? Qui est-ce qui va le détruire? Qui est-ce qui paye? Et donc, il y a deux niveaux de communication qui est extrêmement importante. Expliquer aux gens ce que c'est que le frelon asiatique et comment le détruire. Et surtout, quand je vois un nid, quand je vois un frelon, qu'est-ce que je dois faire?
Et là, cette attente-là, elle est souvent très. Alors, elle est beaucoup plus forte dans les départements dans lesquels le frelon commence à arriver. Là, c'est de moins en moins le cas. Et le frelon, il est arrivé partout, hein. Mais on a encore beaucoup de questions dans les départements qui sont assez peu organisés. Mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de ce nid de frelons asiatiques? J'ai plein de frelons sur mes lierres, sur ma symphorine. Où est-ce qu'est le nid? Est-ce que je dois le détruire? Voilà. Donc, il y a beaucoup de. Les gens sont totalement perdus. Et ce niveau d'information-là sur l'organisation de la lutte collective, il est extrêmement important. Que les gens connaissent le frelon asiatique, c'est une chose, mais qu'ils connaissent le fonctionnement et l'organisation, c'est extrêmement important. Aussi bien au niveau des particuliers, mais surtout des collectivités, qui sont, on le sait, qui sont dans les terrains, et c'est les gens qui sont en contact avec la population tous les jours, notamment les services municipaux, et il faut qu'ils sachent comment est-ce que s'organise la lutte pour qu'ils puissent renseigner les gens. Donc, ce niveau-là, communication sur la bestiole et communication sur l'organisation, à tous les niveaux, c'est extrêmement important. Et ça permet d'apaiser un petit peu les choses et d'amener des réponses. Voilà, ce qui est important, c'est les réponses. Et on le voit aussi, je voulais juste rebondir un petit peu, on comprend, on a vite compris l'obligation d'avoir des chartes pour les destructeurs de nids, en disant voilà, il y a des bonnes pratiques à utiliser, on ne veut pas mettre n'importe qui à détruire n'importe comment. Bah, je crois que dans le même esprit, on peut parler un petit peu de charte du bon piégeur, de charte du piégeage, et d'avoir dans cette organisation commune, d'un côté de la destruction des nids, de l'autre côté du piégeage de printemps, et puis de protection des ruchers, mais ça c'est typique des apiculteurs, mais dans ces deux organisations et de destruction et de piégeage, d'avoir à la fois des gens qui sont référencés, on sait qui piègent et comment ils piègent, avec quel piège ils le font, et à la fois des gens qui ont donc référencés et qui connaissent la charte de bonne pratique du piégeage. Et c'est un petit peu ce que s'évertue à faire Etienne en disant voilà, on peut très bien piéger avec peu de pièges, des bons pièges, avec les bons appâts, en laissant des frelons vivants. Et ben tout ça, ça décrit déjà une charte du bon piégeage. Et c'est des choses qu'il faudra qu'on décline nous, alors nationalement, régionalement, et qui sera décliné après jusqu'à chacun des référents et des utilisateurs de pièges. Mais c'est important d'avoir quelque chose de vraiment très organisé, et Etienne insiste là-dessus, c'est vraiment important. Oui, le binôme est important, hein, donc je pense qu'on a chacun ses compétences et donc on est tout à fait complémentaires. Moi, j'étais samedi à Reims, j'ai parlé pendant 5 heures du frelon, donc c'est une région où il n'y a pas encore beaucoup de frelons. Au début, en matinée, ben, les gens pensaient qu'il fallait piéger à outrance et que c'était la solution, alors que quand on a peu de frelons comme ça, ils ont compris progressivement que la recherche active des nids était essentielle et ils arriveraient à mieux maîtriser en faisant une recherche active. Alors, on peut faire du piégeage aux endroits où il y a eu des nids, mais sur le reste du territoire, c'est vraiment la recherche partout, hein, précoce et la destruction précoce des nids qui est importante. Alors que dans nos régions, en Île-de-France ou dans l'Ouest, là, la destruction des nids, maintenant, ben, il faut la faire. Mais c'est pas la peine d'aller s'acharner sur un nid qui est à 30 mètres de haut au 15 novembre. Hein, on sait qu'il y a des nids, ça ne sert à rien de les détruire. Comme on ne détruit pas suffisamment, il y a toujours suffisamment de fondatrices parties. Ce qu'il faut partout, ce qu'il faut, c'est surtout les détruire beaucoup plus tôt que ce qu'on ne fait. Et donc, c'est là où le public peut nous aider, quoi. Sur une culture bien organisée, je vois sur le Calvados, plus de la moitié des nids qui sont détruits à l'année sont détruits avant le 15 septembre. Donc là, il faut en détruire le maximum le plus tôt possible. Donc il faut un niveau d'organisation suffisant et d'information surtout. Oui, c'est un message sur lequel on doit insister parce que pour l'instant, ben, on est content de détruire des nids, mais quand on en détruit 2-3 000 après le 15 novembre, ça ne sert plus à grand-chose. Il y a des désinsectiseurs qui poussent des maires à détruire des nids en hiver parce qu'ils reçoivent toujours des appels pour certains nids. Et en fait, ben, faut savoir qu'à ce moment-là, même si on peut encore avoir parfois un peu d'activité dans les nids, il y a aucune fondatrice dans les nids, il n'y a aucun souci, on n'a pas besoin de toucher à ces nids. Mais parfois, il y a des maires qui les font détruire quand même parce qu'ils en ont marre d'avoir les appels téléphoniques. Mais bon, il faut mettre un petit coup de peinture, quelque chose sur l'arbre et préciser aux gens que ça a été détruit dans le quartier. La suivante. Donc les indicateurs de suivi, et ça hier le MTE, là, le ministère nous a bien demandé hein, il a bien regardé ça
tout de suite pour voir si dans le plan, on avait des indicateurs de suivi. Et si on n'a pas ça, eh bien, on ne pouvait pas faire de piégeage de printemps. Les responsables de la protection de la biodiversité nous attendent au coin de la rue, là. Donc, il faut essayer de savoir le nombre d'apiculteurs qui sont impactés, le nombre des colonies, quand on a des colonies qui sont perdues. Donc, ça, on ne les a pas pour l'instant. Et même avec OUMA, l'Observatoire des mortalités, je ne vois pas comment on peut les déclarer à OUMA. C'est très difficile. On n'a pas de preuve que c'est le frelon qui les a détruits. Ce qu'on a, c'est vraiment quand il y a des apiculteurs qui nous signalent comme ça des pertes importantes de ruches et surtout avec des désertions et que des frelons dans les ruches. Donc ça, faut vraiment le noter. Après, il y a des études encore à faire pour voir un petit peu quelle est la pression au niveau des ruchers. C'est pas facile à estimer, mais si on pouvait en avoir au niveau des remontées d'informations, parce qu'après les informations, elles doivent remonter jusqu'au niveau national, donc au niveau de l'ANSES, du groupe PESA, pour l'épidémiosurveillance. Et après, Cantarome doit gérer ça au niveau de l'Europe, parce qu'il y a une réglementation européenne qui régit comme ça le frelon. On a eu avec Cantarome une réunion comme ça avec d'autres pays européens et on s'aperçoit que pays comme l'Espagne, le Portugal commencent à être sérieusement impactés et donc il faut qu'on ait les données comme ça un peu partout et on améliorera nos méthodes de lutte et de protection des ruchers si on a toutes ces données, quoi. Donc les mesures mises en œuvre, on les a détaillées, donc ça sont des données aussi qui sont intéressantes, qui sont complémentaires de la recherche qui est faite notamment par l'INSAP. Le piégeage de printemps, là aussi, il faut faire attention à utiliser les bons pièges, donner les bons chiffres, parce que souvent il y a une sous-estimation des chiffres. On compte les gros insectes, mais pas les petits. Alors, en biodiversité, tout le monde a son importance. La suivante. Donc, le déploiement, alors, oui, la suivante. Donc, Laurent, tu vas intervenir là-dessus ou... Ah, si tu veux, je prends le relais. Donc, en fait, ce plan qui vous est proposé donc, est lancé à votre niveau pour qu'il soit engagé donc, depuis février 2024, donc depuis ce mois-ci. Donc, le 16 février, donc, on a organisé un webinaire national qui était destiné aux opérationnels des OVS. Donc, ça a été une première diffusion du plan. Il y avait plus de 130 personnes présentes. Et ce qui est organisé entre mi-février et mi-mars, en fait, c'est la réunion telle que nous la vivons aujourd'hui. Donc, c'est la deuxième de la semaine. La semaine prochaine, il y en aura 4. Donc, l'idée, c'est de partir, somme toute, dans le bon timing par rapport au frelon. Donc, Étienne, vous l'a évoqué tout à l'heure, les supports de communication, la structuration du plan, le libellé, les outils, en fait, ils sont à disposition des acteurs OVS pour être utilisés. Donc, là, c'est d'ores et déjà opérationnel. Voilà. Et puis, ça a également été évoqué. Donc, on a organisé un événement qui se tenait hier au Salon de l'Agriculture. Donc, il y avait les acteurs OVS, Fredon France, GDS France. Il y avait l'interprofession apicole. Nous avions invité les ministres, mais il y avait pas les ministres, mais il y avait les directions. Voilà. Il y avait notamment la DGPE, la Direction générale de la performance économique et environnementale qui était présente. Tout ça pour dire, voilà ce qui est proposé, voilà ce qui est organisé dans un cadre national. Et puis, on est demandeur du soutien de tout le monde, finalement, pour avoir cette approche concertée, appuyée, et puis qui permet de cibler les financements et les actions au niveau local. Donc ça, c'est le lancement tel qu'il est là. Donc, la page d'histoire pour ce webinaire s'arrête là. Après, donc, nous aurons très rapidement d'autres rencontres et dans lesquelles on fera des bilans par rapport à la réunion que vous avez aujourd'hui, par rapport aux réunions qui se passent chez vos collègues, et puis on reviendra à vous sur ce point-là.
Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur cette ligne-là. Je ne sais pas, Étienne ou David, si vous avez des éléments à compléter. Non, des éléments Non. particuliers, c'est que Non. on va dans le chat, les questions qui se posent, bon, c'est bien, Oui. on parle, mais qui est-ce qui fait maintenant? Qui est-ce que on a dit il y a qu'à Faucon. Et là, l'info, c'est que maintenant, c'est aux OVS de s'emparer du dispositif au niveau régional et au niveau départemental, selon les organisations, entre les OVS entre les GDS et les Fredons, et de, et de lancer et de lancer les comités de pilotage, d'inviter sur les comités de pilotage. Alors, là, vraiment, ça part comment dire, d'une organisation locale, mais il y a des départements, je pense, où les choses sont déjà amorcées depuis quelques années, d'autres où il y a peut-être encore du travail à faire, selon les départements, selon les régions. Et là, c'est bien aux OVS de prendre leur bâton de pèlerin et de concevoir ces comités de pilotage et d'attaquer, de décliner le plan tel qu'il est décrit là, ou en tout cas d'aménager les plans qui sont déjà en place, pour le coup, il y en a, hein, et d'essayer de les optimiser grâce au plan de lutte national. Donc la main, et quand on dit Yaka Faucon, c'est aux OBS de se rencontrer, et ils le font déjà. Je crois c'est déjà fait. Il y a un bilan, je crois, à 10 ans à faire entre Fredon Île-de-France et GDS d'Île-de-France, faire le bilan de toute l'action commune depuis 10 ans et repartir sur de plus bons pieds encore sur la base du plan national. Donc les choses sont bien initiées et voilà, c'est parti. Mais c'est vrai que la saison commence vite là, hein. La saison de pilotage va commencer très vite. Et il n'y a pas trop de temps à perdre. Oui, donc là, les bilans, on est en train de les faire au niveau de Hum Fredon Île-de-France. Donc, on a, je crois, 4250 nids détruits, hein. Solène doit être présent. Je ne sais pas si elle veut ajouter quelque chose. Et donc, on a cette organisation qui fonctionne bien. Maintenant, il faut qu'on remette le plan à jour, mais il faut continuer comme cela. Donc, ce qui manque, c'est des initiatives dans tous les départements. Il y a des départements 95, 77 où ils sont très actifs. Il y a d'autres départements où il manque des locomotives au niveau du département, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir aussi des locomotives au niveau de chaque collectivité locale. Et donc, il faut prendre toutes les bonnes volontés. Ce qu'il faut, c'est que ce soit fait dans le cadre du plan, hein, et quand c'est fait comme ça avec les organisations sanitaires, hein, on a vraiment une efficacité qui est bien plus grande que d'aller chacun dans son coin. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc là, maintenant, on peut prendre peut-être les questions, hein, qu'on a vues dans le chat. Je pense que Solène, vous avez peut-être dit le Fredon Île-de-France a peut-être des compléments à amener sur l'organisation. Oui, si Solène veut dire quelque chose. Vas-y, Solène. Tout à fait. Donc, en fait, je rejoins Étienne en disant que les bilans en ce moment sont en train d'être faits. Donc, pour l'année 2023, par exemple, on est à 4500 nids détruits sur l'ensemble de la région. Donc, il y a une activité. Donc là, ce qui va être fait, ça va être un rapprochement, enfin, ça va être du travail fait avec tout ce qui est GDS, mais aussi avec la FOSAIF, etc., pour vraiment mettre en place ces plans au niveau régional et départemental. Et il est vrai que nous, en Ile-de-France, on a quand même un historique qui va nous permettre de pouvoir les mettre en place plus facilement que d'autres départements où on n'aurait pas du tout en fait ces actions. Merci. Le nombre de nids, là, j'ai pas bien compris parce que dernièrement, on était à 4200 nids. Et là, Là, j'ai eu des derniers retours, on est à 4500 nids. Ah oui, d'accord. Non, moi, j'avais compris 7000, je comprenais pas. Donc ça... Ah non. Non, donc ça m'aurait affolé. Voilà, non, donc il y a quelque chose qui existe, qui est bien en place. Il faut profiter du nouveau plan pour essayer de dynamiser encore tout ça. Donc, plutôt que de dire c'est la faute de l'État, c'est la faute de ceci, cela, il faut se prendre en main chacun, s'organiser, travailler de façon collective. Il faut organiser ça au niveau de chaque département. Et donc là, on sera beaucoup plus efficace puisqu'on sait que quand on est efficace sur une commune, on ne l'est pas sur celle d'à côté. Et donc la réinfestation se fait rapidement vu la capacité de reproduction des frelons, quoi.
Voilà, donc il y avait une première remarque sur la consanguinité, hein. Le frelon a démarré en France avec une seule fondatrice, a priori, et donc maintenant on a tous les départements français, on détruit plus de 200 000 nids par an. Donc quand on considère qu'il y a 15 000 individus au cours d'une année dans un nid, vous voyez quand même qu'à partir d'un nid, on a une capacité de reproduction qui est extraordinaire pour cette espèce, hein. Moi, je compare ça au rat, là, la reproduction, elle est exponentielle, et donc il faut essayer d'agir. On ne fera pas de miracle, hein, mais il faut essayer de limiter les dégâts, protéger les ruchers, diminuer l'impact sur les ruchers, protéger les populations. Donc, en étant avec les 2 OVS comme ça, on est bien armé pour réagir. Il y a autre chose qui me fait réagir aussi, c'est sur les pièges, hein. Bon, on a défini un petit peu ce que c'était que les bons pièges. Je vois qu'il y a quand même des gens qui parlent du piège bouteille, la bouteille qui est mise à plat sous la ruche avec des coups de cutter, etc. Ce piège n'est pas sélectif, donc on l'a banni, et même s'il est efficace, il vaut mieux mettre en automne une harpe électrique. On aura une sélectivité qui sera bien meilleure. Il y avait une autre question aussi sur les harpes, hein. C'est vrai que parfois il y a des espèces non cibles qui peuvent aller dans les harpes, hein. Moi, j'ai pris une fois un lézard. Donc, pour éviter ça, les bacs à eau, là, il faut leur mettre du béton dedans pour que les parois soient rugueuses. Et après, donc, les lézards peuvent ressortir. Pour les oiseaux, hein, il n'y a pas beaucoup d'accidents, mais il y en a quand même. Il y a des oiseaux qui viennent comme sur nos vitres, hein, et qui se trouvent assommés. Donc, la AVO préconise de mettre des petites planches de chaque côté, hein, sur le dessus du bac en bas. Et avec ça, les oiseaux tombent. Au bout de 10 secondes ou 1 minute, ils repartent sans se noyer. Donc, ce sont des petites choses en plus. L'arbre, c'est pas parfait. Il y a quelques dégâts collatéraux, mais c'est vraiment minime par rapport au reste. On prend quand même, moi j'ai beaucoup de frelons Vespa crabro sur mon rucher, hein, jusqu'à 50% parfois. Donc on peut prendre beaucoup de Vespa crabro, simplement comme on les a laissés se développer au printemps, ils ont vécu leur vie en été, etc. Donc dans la chaîne de biodiversité, s'ils sont trop présents sur les ruches, bon, à ce moment-là, les harpes permettent de faire baisser la pression, et donc ça ne pose pas de problème particulier. Donc la sélectivité des harpes est quand même remarquable, mais il faut être très attentif parce que selon la disposition des harpes, l'espacement des ruches, par exemple, si vous avez des ruches qui sont espacées de 1 mètre ou 1,50 m, ben, vos harpes, elles ne sont pas efficaces. Donc, si vous pouvez, il faut rapprocher à 60 cm les ruches entre elles, faire une ligne, et là, on aura une efficacité qui pourra être vraiment intéressante. Donc, ce sont des petits points où des gens, parfois, moi, je me suis déplacé même sur place parce que des gens ne comprenaient pas que les harpes ne fonctionnaient pas. Et après, quand vous remettez ça d'aplomb, ça fonctionne parfaitement. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres remarques. David, tu voulais ajouter quelque chose ou... Non, je faisais un petit peu des questions, je répondais au fur et à mesure. Il y avait des questions sur la prise en charge des coûts de destruction potentiels. Qui est-ce qui paye potentiellement la destruction des nids? Dans l'absolu, dans l'absolu total, c'est bien la personne qui en souffre du nid à payer la destruction du nid. Et après, donc ça veut dire que c'est le riverain qui déclare ce qui va à un nid et qui devrait le payer. Mais dans la mise en place des luttes collectives, on sait bien que si les nids ne sont pas, il n'y a pas un soutien financier sur la destruction des nids, les nids ne se trouvent pas détruits. Et donc, plus on augmente le nombre de financeurs, plus on augmente la part de cofinancement, et plus on diminue la charge pour le particulier, plus on a un niveau de destruction de nid qui augmente. Dans les départements où on a pu amener non pas une gratuité, je n'aime pas le terme, mais une prise en charge totale de la destruction des nids par les communes, aidées par les conseils départementaux, on a des niveaux de destruction qui sont relativement importants, parce que justement, ça ne coûte rien aux personnes qui le signalent. Donc c'est un petit peu le nerf de la guerre dans le potentiel de destruction. Moins c'est cher pour le particulier, plus le taux de destruction augmente. Mais il faut mettre tout le monde autour de la table, et pour l'information, hein, on constate, hein, les destructions de nids en moyenne, je vois en Normandie, on tourne aux alentours de 90 €. La destruction de nid, disons une centaine d'euros pour faire très très large. Quand vous détruisez 4 000, 5 000, 600 000 nids, vous vous retrouvez vite avec presque un demi-million d'euros de destruction par département, et des fois beaucoup plus. Et ne garder cette charge-là qu'aux frais de la collectivité, ça devient de plus en plus compliqué.
Donc, il y a une participation des particuliers qui est de plus en plus courante et une sélection des nids qui seront supportés par la destruction au prix de la collectivité. En priorité, les nids qui sont dangereux, donc les nids qu'on va trouver dans la rue, chez les particuliers, dans les maisons, sur les maisons. Et ensuite, les nids qui sont proches d'une activité apicole. Encore faut-il savoir si vraiment il y a une activité apicole. Et à ce moment-là, c'est bien à la mairie de savoir s'il y a des ruches dans son secteur. Et puis, bien ma foi, les autres nids qui n'ont pas d'impact sanitaire sur les gens, qui n'ont pas d'impact apicole, est-ce qu'on peut aller jusqu'à engager des frais de la collectivité à ce sujet-là? Ça devient vraiment une question. Hein. Donc ça, ce niveau-là de financement public et privé, il est à décrire justement au sein du comité de pilotage et à chacun des financeurs de se prononcer. Et c'est pour ça qu'en général, les solutions de financement sont souvent des solutions départementales, parce que c'est à cet échelon du département, de la commune, de la communauté de communes, que les choses se décident. Je crois qu'il y a un micro qui doit être resté ouvert chez quelqu'un. Il y a de l'écho là. Et c'est à donc ce niveau-là que les budgets sont définis et que la participation de chacun se définisse. Il y a des conseils départementaux qui ne veulent pas financer de l'animation et du fonctionnement auprès des structures, donc auprès des OVS, et qui préfèrent indemniser la destruction des nids à hauteur de 30%. D'autres départements qui ne veulent financer que des coûts d'investissement et qui vont s'investir dans l'investissement au niveau du piégeage, au niveau des hardières électriques. Chaque financeur a ses règles du jeu. Et c'est dans ce sens-là que c'est important de mettre tous les financeurs autour de la table dans le comité de pilotage pour pouvoir essayer de voir qui peut financer quoi, jusqu'à combien de temps. Voilà. Donc c'est extrêmement complexe. Il n'y a pas de solution unique. On voudrait bien qu'il y ait une solution unique et qui voilà, pour l'instant, n'existe pas. C'est vraiment au sein du comité de pilotage que se font ces arbitrages-là de financement. David, il y a une question. Un particulier peut-il acheter du pyrètre naturel et où? Oui, dans n'importe quel point de distribution style jardinerie, vous avez des bombes insecticides et dans ces bombes insecticides-là, vous avez des pyrètres naturels. Il faut bien regarder les étiquettes, il faut bien se renseigner. Ça existe. Hein. Il y a l'utilisation de pyrètres naturels, voilà, pour les particuliers comme pour les professionnels. C'est deux gammes différentes, bien sûr, hein, mais ça existe. Et encore une fois, si on peut le rappeler, hein, c'est n'est utilisé que pour les tout petits nids primaires. N'allez pas vous lancer à la destruction de nids gros comme des oranges ou gros comme des pamplemousses tout seul. Arriver à une certaine taille, il faut absolument appeler un professionnel. Hein. Mais des tout petits nids primaires, comme on disait tout à l'heure, comme une clémentine, c'est faisable par soi-même, à condition d'être sûr et de ne pas avoir totalement peur des insectes et d'être totalement paniqué parce que vous avez un frelon qui vous tourne autour. À ce moment-là, le risque de chute de l'escabeau est plus grand que le risque de piqûre. Donc, c'est une question d'appréciation personnelle. Et un apiculteur pro peut-il détruire des nids de frelons asiatiques? Vous pouvez, il vous faut le certibiocide. Hein, il vous faut le certibiocide, ça n'empêche pas. Hein. Et alors après, donc, on a eu l'information dans la région Nouvelle-Aquitaine, donc la semaine dernière, oui, qu'il existerait une dérogation, alors dans le cadre de ce qu'on appelle, nous, de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire que de la personne qui est dans le cycle de production, il peut utiliser des produits biocides professionnels sans avoir le certibiocide. Ça demande vraiment à être bien encadré. C'est faisable chez un agriculteur qui fait de la dératisation dans son élevage, oui, ça c'est faisable. Maintenant, un apiculteur, quand le nid de frelons asiatiques, il n'est pas chez lui, il est chez son voisin ou à 400 mètres ou 800 mètres de chez lui, je pense que là, on est borderline. Donc, si je peux donner un conseil, c'est que les gens qui font de la destruction de nids de frelons asiatiques avec des biocides doivent avoir le certibiocide. Ça me semble, ne serait-ce qu'en termes de formation, ne serait-ce qu'en termes de sécurité, ça me semble quelque chose d'assez essentiel. Et aussi, je pense, au niveau des assurances, je ne pense pas que... il faut vraiment que votre assureur soit bien au courant de votre activité pour que vous soyez bien, que vous ayez une bonne responsabilité civile. À mon sens, en tant que formateur certibiocide, à mon sens, le certibiocide est une nécessité à la destruction des nids de frelons asiatiques. Je me tourne sur peut-être deux, trois questions qu'il peut y avoir. Il y a eu beaucoup de questions sur les appels électriques, mais tu y as répondu. On t'entend pas, Étienne. Je vois que tu t'exprimes. Ah. On a perdu Étienne ?
Oui, oui, là c'est bon, je pense. Donc il y avait une question sur le diamètre des tubes pour les muselières à tubes, c'est du 80, hein, et donc avec des coudes différents, hein, il faut un coude à 45, un coude à 75, et donc avec ça permet de bien gérer l'entrée, la sortie. Après, vous trouvez tout ça, je l'ai marqué, sur le site de AVO 95. Pour les documents, je pense que le plan lui-même, on va le mettre, hein, ce qu'on a distribué hier, on va pouvoir le mettre sur les sites des OVS, des GDSA, des syndicats qui veulent le mettre. Donc ça, c'est intéressant. Et là, on a enregistré ce webinaire et donc on le mettra aussi sur le site de la FROSAIF, hein, la Fédération des GDSA, sur le site de la Fredon. Enfin, je m'avance pour Solène. Non, mais il n'y a pas de problème. Je ne veux pas m'avancer pour eux non plus, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Oui, oui. Et donc, sur le site des différents GDSA, etc., donc, il y a des gens qui nous ont demandé à le revoir, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, hein. On a dit que la communication, c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour bien développer ce plan et que tout le monde marche dans le même sens, quoi. C'est vrai qu'on a toujours des difficultés au niveau des pièges, hein. Moi, je vois quand j'étais à Reims encore samedi dernier, les gens avaient acheté des tout petits pièges, des tap-traps, des choses comme ça, des pièges qui ne sont pas recommandés. Et donc, c'est vrai qu'il faut essayer quand même de... Là, actuellement, les gens s'interrogent et il y a des départements qui veulent acheter des pièges. Là, il vaut mieux qu'ils achètent moins de pièges, mais les vrais bons pièges. Et donc, à long terme, on sera gagnant quand même pour la protection de la biodiversité. Et en termes d'efficacité aussi, je pense que ces pièges sont quand même très, très intéressants au niveau de l'attractivité. On a une question là qui vient d'arriver, il faut absolument qu'on y réponde et que tu répondes à ce moment-là, Étienne, je te laisse le faire. Que pensez-vous de la technique du cheval de Troie consistant à attraper des frelons vivants et leur mettre un insecticide afin de contaminer les autres frelons du nid? C'est totalement interdit et c'est totalement scandaleux qu'on puisse essayer de faire ça. Des insecticides posés sur un frelon, vous n'avez absolument aucune garantie que le frelon retourne dans son nid tout de suite. Très bien visiter des ruchers, il peut très bien se retrouver sur un étal de poissons un peu plus loin. C'est une pratique totalement interdite et totalement dangereuse. Il faut communiquer à fond là-dessus. Technique de cheval de Troie, c'est absolument à bannir. Et en plus, on n'a aucune étude qui montre l'efficacité, hein. Donc, on peut avoir 2 ou 3 nids autour. Les gens vont dire, tiens, ben, ça a baissé un petit peu pendant quelques jours. Et puis, 3 jours après, c'est l'inverse, ça réaugmente énormément. Donc, il n'y a jamais une étude scientifique qui a pu prouver l'efficacité du cheval de Troie et notamment avec l'utilisation de fipronil qu'on a tant combattu avec le gaucho qui crée des problèmes énormes, hein, qui provoque, qui favorise la maladie de Parkinson. Donc, il y a des études quand même assez fortes là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est utilisé en Espagne. Moi, au congrès de Périgueux, il y a des gens qui m'en avaient parlé. Et donc, c'est de la fuite en avant et c'est absolument dommage, étant apiculteur, hein, d'en arriver à de telles solutions. On a des gens qui ont perdu 10 ruches, hein, parce qu'ils avaient mis des appâts sur de la viande devant la ruche. Et les abeilles, ben, ils sont quand même allés dessus. Et donc, ils ont perdu leurs 10 colonies, hein, par ce système. Il y avait eu une étude il y a quelques années au niveau Muséum et ITSAP, hein, qui était financée par la DGAL. Elle a duré 3 ans. La DGAL a décidé de l'abandonner parce qu'ils ne pensaient pas que ça pouvait être intéressant. Le Muséum a dit, bah, tant qu'on y est, autant qu'on puisse montrer quels sont les avantages, les inconvénients. Mais bon, ça a été coupé. Mais je pense que c'est à l'étranger, hein, en Israël notamment, c'est quelque chose qui est très utilisé. Et en France, je pense qu'il faut vraiment être très, très strict et éviter absolument de rentrer dans ce débat, quoi. Je vois que Michel est là. Michel, je pense que tu as des choses à ajouter. Tu m'entends là? Oui, on t'entend bien. Très bien. bien. Oui, je te présente à Michel. bref. Michel, c'est le référent frelon du 95, donc il est dans un département où il y a des chercheurs sur la protection des ruchers, et lui, il s'occupe beaucoup de l'organisation. Tu peux nous décrire un petit peu ce que tu fais? Je voulais intervenir seulement sur. J'ai été confronté à cette question-là samedi dernier à Mulhouse par des gens qui avaient l'air d'être vraiment convaincus. Alors, ça circulerait comme quoi il y aurait eu des études de fait avec un cheval de Troie. Alors, ça consisterait à attraper un frelon, lui attacher une capsule sur le dos, une capsule qui serait fermée par un morceau de pomme de terre.
ce qui fait que le frelon, alors je ne sais pas ce qu'il y a dans la capsule, le frelon rentre au nid et les autres mangent le bout de patate, ils l'appellent ça, la patate, et ça empoisonnerait le nid. Alors, bon, plusieurs personnes bien convaincues m'en ont parlé, même au niveau du GDSA. Donc, non, mais là, savoir que ça circule, effectivement. Faut être virulent parce que là-dessus, c'est vraiment des apprentis sorciers et donc on ne peut pas se permettre de faire de telles choses alors qu'il n'y a aucune étude scientifique qui n'a prouvé la moindre efficacité et même la dangerosité puisqu'on n'a pas d'études. Et donc on ne sait pas où vont ces insectes, on ne sait pas si ça marche et donc dans le doute, on s'abstient, quoi. Et c'est vrai que ce genre de choses, dans toutes les réunions, de toute façon, il y a toujours une question là-dessus. Et donc, pour l'instant, il faut vraiment faire très attention. Et moi, à Périgueux, j'étais un peu fâché vis-à-vis des Espagnols qui parlaient de ça. Ils disent, oui, c'est en montagne, on a du mal à aller trouver les nids et tout, donc c'est plus facile. Non, on sait que c'est pratiqué en France et c'est quand même très, très dommage. Mais dis-nous un peu ce que tu fais dans ton département. Michel, tu parles au téléphone. Dans le 95, Michel a une organisation avec de nombreux référents, le conseil départemental qui fonctionne. Donc, dis-nous un petit mot de ce que tu fais, parce que ça doit être un exemple pour les autres départements de l'Île-de-France. Disons qu'on a travaillé dessus depuis 10 ans maintenant, depuis 2013 qu'on s'était rapproché de Quentin avec Étienne. Et donc, on avait formé une poignée de référents à l'époque, 4-5. Et puis, depuis, moi, pour ce qui est du 95, là, on tourne à 40 référents et ça se renouvelle à raison de 5-6 référents tous les ans, puisqu'il y a du départ quand même. Et donc, chez nous, c'est câblé en ce moment au niveau des communautés de communication, des Comcom, comme ils appellent ça, les communautés de communes. Dans chaque communauté de communes, quand quelqu'un a un nid, il s'adresse à la mairie, on l'oriente sur la communauté de communes qui lui envoie un désinsectiseur qui est contractualisé localement et c'est remboursé partiellement ou totalement. Ce qui fait qu'au niveau des communautés de communes, ça fonctionne bien partout. Au niveau des communautés d'agglomération, donc c'est surtout dans les communes qu'on participe, ça va de 80 à chez moi, c'est 150 € par nid. Alors, j'entends prix moyen 90 à 120 €. Effectivement, nous, en région parisienne, c'est quand même bien plus élevé que ça, puisqu'on imposait le retrait du nid. Donc, il y a deux voyages. Deux voyages, c'est plutôt dans les 200-250 €. Ouais. Donc, les communautés de communes, communautés d'agglo, donc participent surtout en formant leur personnel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 2 strates, la strate des référents frelons qui couvre tout le département et une strate d'agents des collectivités. Et ça, c'est très important dès le début, c'est ce que je leur expliquais en Alsace, ils ont bien compris que dès le début, il faut faire former par la Fredon leurs agents, 4-5 par commune en fonction de la taille de la commune. Et très vite, au bout d'1 an, 1 an et demi, s'ils s'y prennent assez tôt, les 2 couches ça va dupliquer le travail des référents, quoi, voire même le multiplier par 10, puisqu'il y a énormément de monde dans les communes qui travaillent là-dessus. Donc, ils créent des numéros verts. Alors, ça va dépendre des communes. Certaines ont un numéro vert, d'autres, les gens viennent avec leur facture à la commune. Ouais. L'autre solution, c'est d'avoir un point d'entrée départemental, un portail départemental où il n'y a qu'un seul numéro de téléphone pour l'ensemble du département et en termes de communication, c'est quand même pas mal. C'est l'idéal. Alors, on a travaillé sur le sujet avec le portail, la plateforme Le Frelon. L'idéal, c'est d'avoir une plateforme au niveau départemental. Et c'est ce qu'ils vont faire justement dans le Haut-Rhin. Tout de suite, ils vont se câbler avec le Frelon. Nous, dans le Val d'Oise, le problème qu'on a, c'est l'objectif, la plateforme. Mais comme c'était déjà câblé, il faut tout détricoter pour se recalquer. Donc, David, tu as dit tout à l'heure, là, vous allez vous rassembler au niveau OVS pour discuter de tout ça. Effectivement, nous, ça va être un réaiguillage de certaines opérations pour que ça passe par la plateforme. Le plus délicat, c'est avec nos désinsectiseurs. Il faut bien prendre en compte que les désinsectiseurs font partie du plan, font partie de l'équipe. C'est un des 3 pieds qui vont soutenir le plan. Et il faut absolument être en confiance.
établir une relation de confiance avec eux. Hein, c'est transparent. Ils font le business, c'est leur affaire le business. Ce sont eux qui sont les professionnels. Nous, on ne touche pas aux frelons, mais en revanche, on leur adresse tous les appels. S'ils sont chartés. Bien Donc sûr, ça voilà, nécessite ouais. aussi, bon, nous on n'a pas le problème, hein, on n'a pas le problème, c'est que ça fonctionne très bien avec la Fredon. Nous, depuis 10 ans, on est en binômé avec la Fredon, ça C'est marche bien. l'idéal. Oui. Et juste une petite correction, les coûts que j'ai annoncés, des coûts moyens constatés en Normandie, en tout cas sur les départements qui sont organisés chez nous par la Fredon, on est à 90 €, hein, pas à 190. Ouais. 90 € de moyenne sur les nids. Hein. Je Et sais. sur les nids à plus de 15 mètres, on va monter à 100, 105, mais en moyenne générale, pondérée, on est à 90 €. Et le fait de charter les prestataires, de les mettre tous, entre guillemets, à la fois dans le même niveau de technicité et à la fois en concurrence, on arrive à des prix qui sont relativement, j'allais dire modiques, c'est toujours trop cher. Et le fait que vous soyez aussi cher là dans ce que vous dites, c'est vrai, c'est l'obligation de décrocher les nids. Et Oui. c'est pour ça que c'est important de travailler avec les pirettes naturelles. On peut s'affranchir de ne pas décrocher les nids. Et on a des équipes deux fois plus disponibles et des coûts de destruction 2 fois moins chers. Donc là, il y a tout intérêt à faire ça, quoi. La majorité, l'avantage c'est qu'on discute, moi je connais pratiquement tous les désinsectiseurs, et donc et je sais qu'ils pratiquement tous, ils travaillent avec les pirettes naturelles, ne serait-ce que pour leur propre santé. Ouais, si, avec les autres biocides synthétiques, ils attrapaient des urticaires, des boutons, sans compter les risques de cancer ultérieurement. Tout à fait. Ouais. Bon, même si le pirate naturel, ça ne l'empêche pas de se protéger. Hein. Ça reste un insecticide efficace. Non, Hein. Il faut se protéger. C'est pas de l'eau bénite, hein. Mais on est sur des produits qui ont un profil un peu meilleur, on va dire. Voilà, un peu meilleur et pas de rémanence dans le. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'il faut se protéger quand même, comme pour n'importe quel autre biocide. Oui, le risque, c'est surtout lorsqu'ils décrochent le nid, parce qu'ils s'en prennent partout, quoi. Ils sont couverts de poudre. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions dans la salle? Je crois qu'on a fait une bonne réunion. Hein. On va faire une rapide conclusion. Donc, je remercie David, tous les participants, Laurent qui a passé les slides et qui nous a aidés aussi dans cette présentation. Donc, on a déjà quelque chose qui fonctionne en Île-de-France, il faut qu'on l'améliore. Hein. Donc, avec ce plan, c'est vraiment l'occasion de redynamiser tout ça. Il faut que les apiculteurs se prennent en charge. Donc, il faut aller démarcher les conseils départementaux, les collectivités locales. Et donc, là, on est là partout pour vous aider. Donc, toutes ces informations, vous les aurez. Hein. Laurent va nous passer le lien pour le plan écrit qu'on mettra sur les sites. Le webinaire, là, il a été enregistré, vous pourrez aussi retrouver avec un lien. Et donc, le temps qu'on le prépare, donc ça peut demander quelques jours. Mais donc, tout ça, on cherche à vous faire passer un maximum d'informations. Et donc, maintenant, il faut compter sur les collectivités, sur les apiculteurs, sur tous les bénévoles qui veulent bien agir là-dessus, sur la Fredon. Donc là, on va se réunir avec la Fredon pour faire avancer notre plan. Hein. On n'avait pas du tout la partie piégeage de printemps, donc ça change quand même l'orientation. Maintenant, il y a un gros point, c'est la protection des ruchers. Hein. C'est ce qui est demandé en priorité par les apiculteurs. Et donc, dans la région, c'est très dynamique. On a beaucoup d'ateliers de fabrication de harpes et de muselières, par exemple. Donc, à partir de là, on peut espérer quand même ne pas vaincre le frelon, mais bon, vivre avec, et donc en limitant au maximum les pertes. Et donc, moi, je remercie tout le groupe de travail qui a fonctionné avec l'AFSE là, pour faire avancer ce plan. Ça a été long, hein, c'est quelque chose, c'est un gros travail. Il y a Sophie Memto là, qui est responsable de l'AFSE, qui a passé un temps considérable. Et comme le temps était compté, dernièrement, c'était des soirées et parfois des nuits hein, pour arriver à mettre ça dans les temps. Mais on a réussi hier quand même à aller rencontrer les ministères. Donc aujourd'hui, on a reçu un document comme quoi il y avait peut-être des financements qui allaient arriver pour l'apiculture. Donc, et il était même indiqué frelon. Donc on vit d'espoir, mais bon, les promesses gouvernementales, on sait ce que c'est, et donc on attend après la réalisation, quoi.
Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir se quitter là-dessus. Moi, donc je vous remercie beaucoup et on va continuer à aller diffuser la bonne parole dans les différentes régions parce qu'il faut uniformiser ça. Et je pense qu'au niveau de l'Île-de-France, on est quand même pas trop mal placé. On peut être fier de ce qui a été fait avec la Fredon déjà depuis plusieurs années. Voilà, ben, merci à tous. Et puis, s'il y a des questions, ben, vous connaissez les GTSA, la section apicole de l'OVS. Maintenant, on a Delphine Dulary qui est là. Et donc, on est à votre écoute et on ne demande qu'à progresser là-dessus. On a aussi d'autres problèmes en apiculture, hein, notamment sur Varroa. Et donc, au niveau de la section apicole, sur les PESI qui vont arriver, hein, les plans sanitaires d'intérêt collectif, Delphine va être à même comme ça de nous aider. Et donc, j'en profite pour passer un petit message, hein, c'est-à-dire que au niveau de la région, on a des financements et donc Delphine qui est TSA, donc peut aller visiter vos ruchers et je vous invite à le faire. C'est une très bonne apicultrice professionnelle et donc elle a une expérience déjà des visites de ruchers. Les gens ont toujours peur de nous appeler parce qu'on dit mais on va surveiller, on va savoir ce qui se fait dans votre rucher. Non, la visite comme ça, les gens sont toujours hyper satisfaits, on leur apprend plein de choses. Donc, je vous invite à nous contacter, à contacter Delphine Dulary, hein, au niveau de la section apicole de l'OVS. Donc, faut aller voir sur les différents sites et vous aurez les coordonnées. Voilà, merci beaucoup Merci à tous. et à bientôt. Merci, bonne campagne. Merci à tous. Au revoir. Et merci Delphine Merci. aussi pour l'organisation. À bientôt. Au revoir. Ah, Delphine est partie.